va laisser chacun se réinstaller donc pour débuter cette deuxième partie de notre journée consacrée notamment à la traduction, mais plus largement à la récolte et à la diffusion des textes de littérature ou de théâtre, puisqu'on a beaucoup parlé de théâtre ce matin, littérature étrangère. Et on va repartir avec une nouvelle lecture d'Hélène Francisci, une lecture d'un texte qui a été choisi à nouveau par Joydeep, et je vais laisser peut-être Sarah et Joydeep introduire cette lecture d'Hélène. This is a longer text than the previous two, and I'll keep my remarks short. Between 2002 and 2012, BBC London started a radio program in Afghanistan. Thank you. Donc, quelques mots brefs sur ce troisième texte qui va être plus long que les deux passages de ce matin. Joydeep va vous parler d'un programme de la BBC à Londres qui s'est étalé entre 2002 et 2012. The program was begun by a young Pashtun woman who was based in London. She was the daughter of exiles, and in London her parents forced her to marry a young Pashtun man according to their tradition. Although he had a lover, he wasn't able to convince his parents that he did not want to marry. So in a sense, this was an arranged forced marriage that did not work. Donc cette jeune femme qui est à l'origine de cette émission de radio était une jeune Pashtun qui était fille d'exilés, contrainte par ses parents d'épouser un homme Pashtun également, qui lui-même avait une amante, une maîtresse, mais qui n'a pas pu lui-même convaincre sa famille de le laisser épouser selon son cœur, et donc on se retrouve dans une situation de mariage forcé quasiment. She was 22, he was 24. They decided to get a divorce. And as a result, her parents said, "You are no longer a part of our family, you are no longer a part of our community in London." Elle avait 22 ans, il en avait 24, il décide de divorcer, ce qui est très mal accueilli par la famille de cette jeune femme qui lui dit, bien désormais tu ne fais plus partie de la famille. Donc ça se passe à Londres aujourd'hui. And we will not support you financially. So she went to the BBC, and after working there for 2 years, she was given this program on Afghanistan. Donc sa famille, la reniant totalement, lui dit également qu'ils ne l'aideront pas financièrement en rien. Elle trouve du travail à la BBC et au bout de 2 ans, on lui confie cette émission sur l'Afghanistan. So she had this idea that she would go to Kabul and have a program that would be about women. All the technicians would be women, all the interviewers would be women, all the interviewees would be women, and it would be from all over the country, from the villages, from the city, but it would be the women's story. Her name was Zarguna Kargar, and the name of the program was Dear Zari. Donc elle décide à ce moment-là d'aller à Kaboul et de monter une émission qui n'implique que des femmes. C'est-à-dire que les techniciens seraient des techniciennes, les journalistes seraient des femmes journalistes, et puis les personnes interrogées seraient également des femmes, et qu'elles ne resteraient pas à Kaboul, mais qu'elles iraient dans tout le pays, y compris dans des coins reculés de la campagne, pour permettre à ces voix-là d'être entendues. Je n'essaierai pas de prononcer correctement le nom de cette jeune femme, mais le programme s'appelait Dear Zari, selon le diminutif de son nom à elle. Donc, chère Zari. The BBC financed this program, they funded this program, and they also gave the Afghan Minister of Culture money for this program. He decided that this would not work and instead used the money to buy and build a house in Dubai for himself. The minister. Yeah. Donc la BBC a financé cette émission et elle a également donné de l'argent
au ministère de la Culture afghan. Le ministre a décidé que non, ça n'allait pas marcher. Il a préféré détourner l'argent et se construire une maison à Dubaï. The first radio program in Afghanistan was in 1924. It was started by King Amanullah. This radio program, in 10 years, attracted more listeners than any Afghan radio program in their history. Alors c'est tout à fait remarquable. La toute première émission de radio en Afghanistan remonte à 1924. Mais là, cette émission-là, qui a duré pendant 10 ans, a attiré plus d'auditeurs que toute l'histoire de la radio afghane jusque-là. It ran twice a week. The interviewers would go to the villages and record the women telling their stories. Donc c'était une émission qui était diffusée 2 fois par semaine et les journalistes allaient dans les villages et interviewaient des femmes qui racontaient leurs histoires. After the first 2 years, the listenership of the program was never less than 300,000. Au bout de 2 ans, il n'y avait jamais moins de 3000 auditeurs par émission. And Afghan women from the villages started writing to Zari, telling her their stories and telling her that they wanted to be on the program. Et les femmes de ces villages ont commencé à écrire à Zari, cette jeune femme, pour lui dire qu'elles avaient des histoires à raconter et qu'elles voulaient figurer dans son émission. In 2011, many men who were very disturbed by this phenomena told the Karzai government that this was causing major problems in their families and communities and this program must be stopped. Donc en 2011, des hommes qui étaient très perturbés par cette émission se sont plaints auprès du gouvernement que cette émission causait des troubles au sein de leur famille et qu'il fallait que ça cesse. The program was discontinued in 2012 and Zarguna Kargar was forced to return to London. Donc l'émission a été arrêtée en 2012 et elle a été obligée de retourner à Londres. So you will hear a transcript of one of the stories. Et ce que vous allez entendre est la retranscription d'une des histoires diffusées lors de cette émission. Oh, and finally, the book has been published in the UK. I do not know if it has a French translation. Le livre, la retranscription de toutes ces émissions a été publié au Royaume-Uni, mais Joytip ne sait pas s'il existe une traduction. Gautama ne ressemblait à aucune femme. C'était une nomade Kutchi, d'une force et d'une liberté d'esprit incroyables. Les Kutchis parcourent l'Afghanistan et les pays voisins pour faire paître leur bétail. Ils sont environ 6 millions en Afghanistan, sur une population totale de 26 millions, pour la plupart des nomades Pashtuns et Baloutches. Ils ont un mode de vie à eux. Une femme Kutchi m'a dit un jour qu'ils ne pouvaient supporter d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Elle disait que pour les Kutchis, la vie entre 4 murs était comme la prison. Où qu'ils aillent, ils font paître leurs moutons et construisent des tentes. Leur maison est là, au milieu de la terre de Dieu. En Afghanistan, on trouve des Kutchis partout où il y a de l'eau et un sol fertile. Réputés travailleurs, les hommes et les femmes s'occupent ensemble des animaux. Moutons, chèvres, vaches et chameaux. Avec le lait de leurs vaches et de leurs chèvres, ils font du fromage, du beurre et toutes sortes de yaourts. Et avec la laine des moutons, ils fabriquent du cachemire et des tapis qu'ils vendent sur les marchés ou en faisant du porte-à-porte. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avant les 30 années de guerre, les Kutchis possédaient 30% des moutons et des chèvres du pays, et la plupart des chameaux. Ils étaient les maîtres de l'abattage, du filage de la laine et de la fabrication de laitage. Entre Kutchis, les liens familiaux sont très forts. Les femmes sont célèbres pour leur beauté, grandes, hâlées, les lèvres charnues, les pommettes saillantes et les yeux envoûtants. Gracieuses et élégantes, elles auraient leur place sur les podiums des défilés européens. Les hommes ne sont pas en reste, grands, larges d'épaules. Leur courage légendaire fait d'eux l'idéal masculin de la plupart des femmes afghanes. Cela dit, les Kutchis n'épousent que des membres de leur propre tribu. Les Kutchis ont souffert de la guerre plus que les autres parce qu'ils n'ont pas pu fuir, obligés de rester sur place pour s'occuper de leurs animaux. Les Nations Unies les ont identifiés comme le peuple le plus vulnérable du pays.
Ils ont particulièrement été touchés par les mines antipersonnelles parce qu'ils voyagent souvent dans les régions reculées où le déminage n'a pas été effectué. Ils sont aussi sensibles aux catastrophes naturelles comme les inondations, la sécheresse et la neige. Leur mode de vie nomade leur offre un accès limité aux hôpitaux, aux écoles et à l'eau potable, et le manque de sécurité du pays les empêche parfois de partir vers de plus verts pâturages. J'ai rencontré Gautama en 2001, au cours d'un séjour à Peshawar, au Pakistan, pour une émission de radio éducative de la BBC destinée aux enfants afghans. J'allais, toutes les semaines, au camp de réfugiés, enregistrer les témoignages de femmes et d'enfants. Je n'oublierai jamais l'histoire de Gautama. Je me souviens encore de son visage et de la clarté de ses paroles. J'avais déjà croisé des femmes Kutchi, mais je n'avais jamais eu la chance de leur parler et d'en apprendre un peu plus sur leur mode de vie. Jusqu'alors, je les avais seulement aperçues de loin, depuis les fenêtres de notre appartement de Kaboul. C'était un spectacle extraordinaire que celui du passage de la caravane. Des femmes, des hommes et des enfants marchant en longue file avec leurs animaux. Comme moi, Gautama était réfugiée au Pakistan, mais nos modes de vie étaient très différents. J'étais une fille de la ville et elle, un enfant de la nature. La vie des réfugiés afghans n'était pas facile. La plupart étaient réduits à une extrême pauvreté. Ceux qui avaient fui pendant la période soviétique vivaient dans de meilleures conditions parce qu'ils avaient pu construire des maisons et s'installer au Pakistan. Leurs maisons de terre étaient beaucoup plus confortables que les tentes en plastique des réfugiés afghans qui avaient fui les moudjahidines et les talibans. Seuls les réfugiés qui avaient un travail, comme mon père, et ceux qui avaient de la famille en Europe, pouvaient louer des appartements en ville à Peshawar, Islamabad et Rawalpindi. Des milliers dormaient dans des tentes de fortune, sans eau potable et sans argent. Gautama était réfugié depuis de longues années. Sa famille avait fui l'Afghanistan sous le régime communiste soutenu par l'Union soviétique. Presque tout le monde au camp de réfugiés de Shadalan connaissait Gautama. Il n'y avait pas une femme qui n'avait pas partagé sa vie ou ses peines de cœur avec elle. Et il n'y avait pas un homme qui n'avait pas été captivé par le tintement de ses bijoux. Partout où elle allait, on entendait le doux tintement des clochettes. Les objets qu'elle fabriquait, minutieusement décorés de ses longs doigts fins, étaient aussi célèbres. Rares étaient ceux qui ne possédaient pas une œuvre artisanale de Gautama. Plusieurs hommes étaient amoureux d'elle. Son esprit nomade et libre, et ses chansons faisaient tourner les têtes. Quand ils la voyaient arriver, les garçons se mettaient à leur tour à chanter. L'anneau d'or à ton nez est si joli. Reine des Kutchi, de la lavande dans les cheveux, tu marches au milieu des filles joyeuses. Tu es la reine des Kutchi, avec des fleurs dans les cheveux. Les garçons sont fous de toi, ô fille explosive. Avec ses grands yeux noirs magnétiques, sa peau foncée aux reflets dorés et son sourire révélant des pommettes incroyablement hautes, Gautama était irrésistible. Elle portait une longue robe nomade traditionnelle aux manches évasées aux poignets qui glissait quand elle levait les bras pour révéler sa peau scintillante. Comme toutes les femmes afghanes musulmanes, elle portait le foulard, mais ses cheveux indisciplinés tombaient en cascade sur ses épaules et son dos. Quand elle marchait dans les collines vertes du camp de Shadalan, avec son saloir et sa longue jupe flottante, le tissu chaloupait au rythme de ses pas. Les femmes nomades ne fabriquent que 2 ou 3 robes au cours de leur vie, mais celles-ci demandent tant de patience et d'effort qu'une femme normale en fabriquerait une 12aine dans le même temps. La robe de Gautama était d'un rouge profond, mais de près on s'apercevait qu'elle consistait en un patchwork de tissus chatoyants, de différentes formes et nuances, cousus ensemble précautionneusement. Sur sa poitrine, elle avait confectionné un charmakari, sorte de dentelle dorée de style Kutchi, incrustée de véritables roupies d'argent. Elle était couverte de bijoux et partout où elle allait, un tintement métallique annonçait son arrivée. Elle portait aussi 2 tavises, amulettes pendues à son cou pour chasser le mauvais œil. Elle disait qu'un moullah les avait fabriquées pour sa mère, il y a très longtemps. Le père de Gautama s'appelait Warishmin.
Sa mère était morte en donnant naissance à un fils. C'est le sort de nombreuses femmes Kouchi qui accouchent dans leur tente, loin des médecins et des hôpitaux, sans recours si les choses tournent mal. La mère de Gautama avait laissé derrière elle une fille, un mari et 2 jeunes fils. Warishmin n'était pas un Kouchi comme les autres. Au lieu de travailler dur pour nourrir sa famille, il passait le plus clair de son temps à se reposer dans sa tente. Il avait des cheveux longs, une barbe hirsute et une moustache grise. Gautama savait que la paresse de son père leur avait fait perdre une bonne partie de leurs moutons, si bien qu'il ne leur en restait plus que 10. Il possédait aussi un chameau et 2 bébés chameaux que les Kouchi appelaient Yongi. À la mort de sa femme, Warishmin devint encore plus inefficace. Gautama prit alors le rôle de chef de famille, subvenant aux besoins de tous. Elle se levait tôt pour emmener les animaux paître sur les collines. Quand elle quittait sa tente, les gens la reconnaissaient au son des clochettes à ses chevilles. Ces animaux faisaient aussi du bruit en montant la colline. Le petit groupe était comme un réveil matin pour ceux qui dormaient dans les tentes plantées sur leur passage, mais personne ne s'en plaignait. Au contraire, quand le son des grelots éveillait les jeunes hommes du camp de Shadalan, leur cœur bondissait, battait plus fort et plus vite à l'idée de voir passer la jeune fille. Elle marchait d'un pas confiant, un long bâton à la main. On disait qu'elle avait l'élégance d'une girafe. Elle appelait son troupeau de moutons et chantait des chants traditionnels Kouchi en faisant monter le groupe vers les pâturages. Quand elle atteignait un pré vert, elle s'arrêtait et laissait paître ses bêtes. Elle repérait une grosse pierre, s'asseyait et commençait son autre travail. Elle sortait son nécessaire à couture d'un sac brodé qu'elle portait à l'épaule et brodait des motifs Kouchi sur des habits d'hommes et de femmes. Elle était particulièrement douée pour les détails délicats qui ornent les devants des robes. Elle fabriquait aussi des bijoux, des pochettes de miroirs, des porte-clés, des colliers et des bracelets en perles colorées. Vers 11h, elle ramenait le troupeau dans la vallée. Warishmin était généralement debout. Il avait préparé le petit déjeuner pour ses fils et lui laissant une part pour Gautama. Mais parfois, en rentrant, elle devait aussi faire à manger. Ensuite, elle cousait des robes pour les filles du village. Sur une vieille machine à coudre, elle ornait de dentelle dorée les robes des mariés ou des filles invitées à la noce. Elle cousait jusque tard dans l'après-midi avant de ramener le troupeau dans les collines. Elle restait là-haut, jusqu'au crépuscule, et, à la nuit tombée, redescendait vers la tente. Warishmin et ses fils l'entendaient rentrer au son de ses bijoux qui tintaient. Grâce à l'excellente gestion de Gautama, les moutons produisaient de la viande qu'elle allait vendre au marché, et son artisanat était si apprécié que son talent devint bientôt célèbre dans la région. Son art était celui d'une vraie fille des collines et des déserts. Seule une enfant de la nature pouvait posséder une telle pureté et un tel raffinement, disait-on. Certains lui passaient même commande à l'avance. Elle aidait ainsi les réfugiés pauvres du camp. Elle ne couvrait pas son visage comme les autres femmes afghanes. Elle faisait le même travail que les hommes et circulait librement dans le village, dans les collines et au marché. Quand elle n'était pas occupée à gagner sa vie et à prendre soin de sa famille, Gautama rêvait d'un Kouchi appelé Babre, à qui elle avait brodé un mouchoir. Ils se rencontraient quand elle allait chercher de l'eau ou emmenait son troupeau dans les collines, et ils passaient des heures à discuter, plaisanter, échanger des histoires. Leur amour était très simple et très pur. Mais les charmes de Gautama avaient aussi attiré l'attention de Malang, un jeune homme qui venait de rentrer au camp après plusieurs années passées à Dubaï. Là-bas, il avait gagné de l'argent et il était venu au camp de Shadalan dans l'idée de trouver une épouse. Un jour qu'il se promenait à travers les collines, il vit Gautama et fut frappé par sa beauté, son assurance et sa joie de vivre. La famille de Malang rendit plusieurs visites à Warishmin pour lui demander la main de sa fille, mais Warishmin n'était pas prêt à renoncer si facilement à son gagne-pain et à sa ménagère. Il savait aussi que sa fille ne ressemblait pas aux autres Afghanes du village, qu'elle avait le pouvoir de dire qui elle voulait épouser et avec qui elle ne voulait pas passer sa vie. Quand Gautama refusa de prendre Malang pour époux, des rumeurs commencèrent à circuler sur son compte, rumeurs lancées par les amis de Malang. Les gens se mirent à commenter sa relation avec Babre et lui reprochaient de refuser un bon parti comme Malang.
Malang essaya d'amadouer Warishmin en lui offrant de grosses sommes d'argent. Il finit par le convaincre que si sa fille épousait un pauvre Kutchi, elle le laisserait sans revenu, réduite à la misère et à la faim. Finalement, il lui promit assez d'argent pour assurer son avenir et celui de ses fils. Un soir, les habitants des tentes voisines, de celles de Gautama et de son père, entendirent des éclats de voix. Warishmin s'était rangé du côté de Malang. Il était prêt à lui donner sa fille. Gautama ne voulait rien entendre et criait sur son père. Leur dispute bruyante lui donna mauvaise réputation dans le village, et le lendemain matin, quand elle sortit pour emmener paître son troupeau, tout le monde lui lança des regards noirs. Certains garçons crièrent même dans son dos « Gautama ne veut pas d'un riche mari, elle veut un pauvre Kutchi ». Gautama était contrariée par ce changement d'attitude à son égard. Ce jour-là, elle resta silencieuse, ne chanta pas, ne sourit pas et ne toucha pas son ouvrage. Elle savait qu'une décision cruciale était en train d'être prise, une décision qui déciderait de son avenir et qui pourrait tourner aussi bien en sa faveur qu'en sa défaveur. En début de soirée, elle décida de rentrer chez elle. Elle aurait préféré rester dans l'air frais des collines, seule avec ses pensées, mais elle ne pouvait passer la soirée dehors sans alimenter les rumeurs et les regards en coin. On lui en voulait d'être amoureuse. Alors qu'elle se dirigeait vers sa tante, elle se rappela une dispute avec sa mère au sujet d'une robe. Elle voulait des manches larges et amples, mais sa mère protestait, disant qu'une jeune fille ne devait pas montrer ses bras. Elle se souvint des mots que sa mère furieuse avait lancés « Je te souhaite d'épouser un homme de village », ce qui pour elle signifiait « Je te jette comme malédiction d'épouser un homme qui habite en ville ». Pour les Kutchi, c'était un sort terrible. Toutes les filles voulaient courir librement dans les collines avec leurs familles et leurs animaux et non vivre recluses dans une maison en briques. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Gautama pleura. La malédiction se réalisait. Elle avait peur que son père la force à épouser Malang, un homme de la ville plein d'argent. Vivre en ville était pour elle pire qu'une peine de prison. Mais elle craignait aussi de perdre son amour, Babre. Ce soir-là, Warishmin était tellement fâché qu'il refusa de parler à sa fille. Il fit manger les garçons séparément et ne s'inquiéta pas de savoir si elle avait dîné. L'attitude de son père ne fit qu'attiser sa colère. Elle lui reprocha son chantage et le prévint qu'elle n'épouserait jamais Malang et que s'il la forçait, elle n'hésiterait pas à prendre des mesures radicales. Warishmin la traita d'égoïste et expliqua que si elle acceptait, ses fils et lui auraient une vie plus confortable et plus heureuse. La colère de Gautama redoubla. C'était juste avant l'appel de la prière du soir. Warishmin n'allait jamais à la mosquée. Gautama était déterminée à résoudre cette affaire. Elle quitta leur tente et courut vers la mosquée. Comme toujours, le tintement de ses bijoux parcourut le camp, mais elle n'y prêta aucune attention. Warishmin crut qu'elle était partie pleurer dans un coin. Elle courut à foulée de plus en plus rapide et pressée. Elle voulait arriver à la mosquée avant la fin de la prière. Elle savait que la plupart des hommes du village seraient là, notamment Malang et son amour, Babre. Elle était debout, devant la mosquée, quand les villageois sortirent un par un à la fin de la prière. Elle était encore en colère, mais elle se moquait de ce que les gens pouvaient dire ou penser d'elle. Quand elle aperçut Babre au milieu du groupe, et Malang non loin derrière, elle alla se camper devant Babre. Étonnée, tous les hommes la dévisagèrent. Était-elle devenue folle d'aller se planter devant un homme et de lui attraper le bras en public? Choqués, tous se demandaient ce qui allait se passer. Babre était aussi surpris et inquiet. « Gautama, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ce comportement bizarre ?» Malang ne quittait pas Gautama des yeux. Il était persuadé qu'elle était venue annoncer à Babre qu'elle le quittait et qu'elle acceptait sa demande à cause de tout l'argent qu'il avait offert à son père. Les paroles de Gautama prirent donc tout le monde par surprise. Elle saisit la main de Babre et annonça d'une voix claire « Babre, tu es l'amour de ma vie et je veux être ta femme. » La main, toujours serrée dans la sienne, elle attendit sa réponse. Babre était tout sonné, mais son amour pour Gautama lui donna le courage de parler. « Je serais heureux d'être ton mari. »
La nouvelle comme quoi Gautama, une femme Kutchi, s'était choisi un mari toute seule se répandit comme une traînée de poudre. C'était un énorme tabou au sein des tribus afghanes. Malang traita Gautama de dévergondé, et bientôt le bruit arriva jusqu'aux oreilles de Warishim. Quand Gautama rentra chez elle, son père, rendu muet, se contenta de la fixer d'un œil sévère. Mais Gautama dit « Eh bien, mon père, si tu t'étais montré plus gentil et ne m'avais pas forcé la main, je n'aurais pas été obligé de faire ça. Maintenant, selon la tradition Kutchi et Pashtun, personne ne peut m'éloigner de Babré. Demain, tu es attendu à la mosquée où le moullah décidera de notre sort. » Warishmin n'avait pas d'autre choix que d'aller à la mosquée avec Babré pour l'assemblée du village. Dans la culture Pashtun, si une femme demandait publiquement à un homme d'être son mari, celui-ci ne pouvait pas refuser. Donc, la Djirga décida que Babré devrait épouser Gautama. Le moullah prononça le nikah sur le champ. Gautama fut la première femme à choisir elle-même son mari, publiquement. Elle eut de la chance de désigner un homme qu'il aimait et d'être alors très populaire au village. Les premiers temps, elle s'installa avec Babré, mais au bout de quelques semaines, elle le persuada d'aller vivre dans la tente avec son père et ses jeunes frères. Babré et sa vieille mère emménagèrent donc avec eux. Ils s'occupaient de la famille, du troupeau, et peu à peu, Warishmin oublia sa blessure. Gautama et Babré étaient appréciés et respectés de tous pour leur gentillesse et leur générosité. Malang retourna à Dubaï agrandir sa fortune, tandis que Gautama et son amour vécurent une longue vie heureuse au village avec leurs bêtes. Bravo et merci Hélène de cette lecture et de celle de ce matin. Merci à Joydeep également d'avoir sélectionné ces trois textes et de nous avoir proposé de les entendre. Et puis on retrouvera donc Sarah à la fin de notre table ronde pour la conclusion. Alors je vais donc appeler à me rejoindre Marie-Pierre Grâce-Dieu des éditions Gallimard, Éric Bourri qui est traducteur, tout comme Michel Volkovitch, qui est traducteur et éditeur, et puis Hugues Robert, qui dirige la librairie Carib, dans le 12e arrondissement à Paris. Allez-y, installez-vous. Alors, vous avez des micros, soit fixes, soit sans fil. Installez-vous. On va donc parler au cours de cette deuxième table ronde de la diffusion des textes de littérature étrangère. Alors, je vais commencer avec vous, Marie-Pierre Grâce-Dieu. Vous avez dirigé la Cosmopolite pour les éditions Stock, et puis vous êtes depuis quelques années maintenant chez Gallimard, où vous avez toujours pour passion la littérature étrangère, spécifiquement anglophone dans la collection du monde entier. Une première question toute simple, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser si particulièrement à la littérature étrangère? Elle n'est pas toute simple, cette question. Je suis d'abord tombée amoureuse des langues étrangères assez jeune, effectivement, de l'allemand pour commencer. Qu'on m'a enseigné pour les pires raisons, puisque à l'époque, les parents pensaient qu'effectivement, en choisissant l'allemand, on allait dans de bonnes classes. Et moi, je suis tombée amoureuse de cette langue, et j'ai voyagé aussi, grâce à cet enseignement, en Allemagne d'abord. Ensuite, l'anglais, et je dirais que cette passion, forcément, pour l'altérité, ça nous amène à nous intéresser aux littératures étrangères, au pluriel, aux langues... comme l'anglais, bien évidemment, international, mais aussi aux langues plus rares. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. J'y pense souvent, en réalité. Ça m'amène aussi à beaucoup voyager en retour. Vous avez eu la chance de travailler avec Jean-Marc Roberts.
voilà, il vous a fait confiance à un moment où vous l'aviez sollicité. Quand vous y repensez maintenant, voilà, c'était un coup de folie. C'était parce que vous lui avez simplement écrit. Oui, tout à fait. Vous l'avez rencontré et on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. J'étais assez peu lectrice à l'époque de littérature française contemporaine. Voilà, je suis arrivée avec ma passion effectivement pour la littérature étrangère et pour la cosmopolite, et on s'est tout de suite compris autour finalement de quelques auteurs. J'ai l'impression finalement c'est ce qui a décidé de tout, nos tempéraments un peu, et cette période-là, elle a été magnifique, et là aussi j'y repense souvent, et je pense qu'il m'a enseigné presque l'essentiel de mon métier. Voilà. Alors, quelle est la particularité quand on travaille pour une maison aussi prestigieuse que Gallimard de s'occuper d'un domaine étranger? Est-ce que le travail est exactement le même pour vous que celui de vos collègues qui s'occupent de la production française, ou est-ce qu'il y a des particularités propres au fait de travailler avec des auteurs étrangers et donc aussi des traducteurs? C'est très différent de simple fait qu'on doit donc... on a la chance de pouvoir choisir des auteurs qui ont déjà été choisis, comme on le disait un peu ce matin. Mais en même temps, il faut aller un peu plus loin, et il faut, comme on le disait aussi ce matin, trouver les bons traducteurs, puisque sinon on n'a rien fait, ou en tout cas ça ne sert à rien. Donc, à la différence de mes collègues qui sont vraiment en contact permanent avec l'auteur français qui travaille avec lui, nous on arrive quand le travail a été presque accompli, même si on reçoit beaucoup de manuscrits maintenant. En fait, on travaille beaucoup plus tôt qu'avant, en langue anglaise particulièrement. Donc le texte peut encore être énormément travaillé après qu'on l'a choisi. Ça, on y reviendra peut-être. Et en revanche, effectivement, on a un partenaire de plus, entre guillemets, qui est le traducteur. Et moi, je trouve que c'est, sans flagornerie aucune pour mon voisin, une grande chance. Ça enrichit beaucoup la perspective, en fait, sur le texte, sur ce qui peut suivre, parce qu'il y a souvent un auteur pour commencer, puis ensuite d'autres. Il y a ceux que les traducteurs avec lesquels on travaille traduisent pour d'autres. C'est assez magnifique. Mais alors, vous travaillez, vous, sur la littérature anglo-américaine. Alors, contrairement à ce qu'on a pu voir ce matin avec le coréen ou avec l'israélien, ou ce qu'on va voir avec Eric et Michel, c'est-à-dire l'islandais et le grec, vous êtes sur la langue dominante. Je crois que c'était 65% de la production en matière de traduction qui était représentée par les Anglais et les Américains. Ça veut dire que les traducteurs qui, pour des langues qui diffusent moins, sont aussi des conseils pour les éditeurs, parce qu'ils sont souvent les premiers lecteurs. Là, en l'occurrence, vous avez également des lecteurs qui ne seront pas traducteurs et qui vous orientent vers des textes. Un tout petit cercle de lecteurs, je dirais. Là, le travail, effectivement, consiste plutôt à aller rencontrer le texte en direct et à lire beaucoup, ou à tenter de sélectionner aussi beaucoup, parce qu'on reçoit énormément de choses. Ce que vous faites à titre personnel, vous lisez... C'est moi qui lis. Ouais, en fait, bien sûr, quand je dis un tout petit cercle, il y a 3 lecteurs en qui j'ai confiance, et je dirais, ils m'aident à lire ce qui me semble intéressant. Donc je fais le premier tri, aidé de mon assistante, et ensuite on essaye d'abattre cette forêt de manuscrits, pas toujours... qui nous parvient plus, heureusement, toujours, sous la forme de papier maintenant, mais... Donc il y a un temps important passé effectivement à lire les présentations des livres, lire un extrait. On ne lit pas tout, bien évidemment, intégralement. Et ensuite, c'est à moi effectivement de décider si oui ou non on va aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire demander à mon patron, donc Antoine Gallimard, s'il me suit dans l'aventure, en lui parlant un peu du texte, sous une forme très protocolaire de rapport de lecture. En moyenne, vous publiez combien d'ouvrages par an? Alors, la collection du monde entier, c'est environ 35 à 40 titres par an. L'anglais, il représente une douzaine de titres, je dirais. Et donc, je pense que la collection, justement, accorde toute sa place à l'anglais. Enfin, voilà, l'anglais est bien évidemment représenté à sa juste place, mais il y a beaucoup d'autres langues. Enfin, c'est tout aussi important. Avec des auteurs très, très prestigieux qui sont publiés. Et d'autres qu'on a installés. Des auteurs islandais qui sont devenus très importants en France maintenant, comme Stephenson. Donc la collection porte bien son nom. Voilà. Alors, vous avez eu
la chance. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez un avantage, c'était de vous baser sur une production existante. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'il vous est arrivé de publier une auteure qui n'avait pas encore été publiée dans son pays, un pays nordique, je ne sais plus exactement lequel, c'était la Finlande. Et en fait, cette auteure, vous l'avez accompagnée sur une réussite qui était particulière en France. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Sophie Oksanen. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de Purge. Et effectivement, j'ai eu la chance, lors d'un voyage à Stockholm, de bavarder avec une amie agent littéraire des textes dont elle s'occupait à ce moment précis. Et effectivement, son regard s'est mis à briller quand elle m'a parlé de Purge. Je connaissais Sophie pour un premier roman dont on m'avait déjà parlé. Une autre écrivain en qui j'avais toute confiance m'avait dit « Celui-là, elle fera de grandes choses ». Donc moi aussi, je me suis mis à l'écouter attentivement. Et là, elle m'a décrit le roman, son histoire, les principaux personnages. Et j'ai senti qu'elle y croyait particulièrement parce que, chose rare, avant même la publication en Finlande, ils avaient fait traduire une centaine de pages vers l'anglais, et magnifiquement traduites d'ailleurs par la grande traductrice américaine. Donc je me suis emparée de ces pages en essayant de ne pas trop manifester mon émotion, parce qu'avec les agents on fait quand même toujours attention, même si parfois on prend des verres avec eux à Stockholm. Et donc dans l'avion du retour, je l'ai lu, et là j'ai été vraiment saisie par la beauté de l'écriture. Enfin, j'ai pensé à Duras et à la douleur, ce qui ne m'arrive pas très souvent. Donc je suis rentrée, je suis allée voir Jean-Marc et je lui ai dit, voilà, il y a ce roman extraordinaire d'une auteure finlandaise, il n'est pas encore paru, il raconte l'occupation soviétique en Estonie. Il m'a regardé avec de grands yeux, il m'a dit, oui, bien sûr, si tu veux, allons-y. Et donc voilà, on s'est engagé, on a suivi la publication en Finlande qui a été, très belle, puisque le livre est devenu un best-seller d'abord là-bas. Et puis pendant 1 an et demi, on a travaillé avec Sébastien Cagnoli, le traducteur, que j'avais connu dans une autre vie, que j'ai recherché justement à l'époque, parce que bien que jeune traducteur, je savais que ce livre était pour lui, qu'il avait un rapport très particulier avec l'Estonie. Et ensuite, voilà, les choses ont pris une tournure qu'on n'aurait jamais osé rêver. Prix Femina. Oui, dans l'ordre des choses, il y a d'abord, oui, effectivement, sa venue en France. Avant publication, les libraires indépendants, en fait, étaient venus nombreux parce que Stock organise tous les ans une présentation de rentrée. Ils sont tous repartis avec le livre. Et là, il y a déjà eu un très beau bouche à oreille qui s'est mis en place entre les libraires. Puis il y a eu ce prix Fnac totalement inattendu. Je dois avouer qu'à l'époque, je le connaissais à peine. Il n'y avait jamais eu d'auteur étranger, en fait, qui le recevait. Voilà, et après, effectivement, donc ce livre, je crois qu'on en a vendu à peu près 200 000 exemplaires en grand format. Et Jean-Marc a eu vraiment la grande élégance de me dire, après coup, quand tu m'en as parlé, tu sais, il y a 2 ans, je voyais le temps passer, la sortie approchait, et je publiais à côté de ce livre un très beau roman américain. J'ai failli te dire, mais vraiment, tu penses que le livre de notre rentrée, c'est pas plutôt ce livre américain? Et quand je pense que, voilà, je trouvais ça assez élégant de sa part de m'avoir laissé à l'époque suivre mon instinct. Et c'est vrai que ce livre, pendant 2 ans, j'y ai pensé, très sincèrement. J'attendais sa publication avec impatience. Je reviendrai vers vous pour évoquer notamment votre travail avec les traducteurs. Justement, à côté de vous, Michel Volkovitch, qui est à la fois traducteur du grec moderne, je le précise, et éditeur, pas au même niveau, je dirais, que Gallimard, mais vous y tendez, sans doute. Non, je plaisante. Mais c'est important que des petites maisons d'édition existent également, notamment par rapport à un sujet qu'on a abordé en fin de matinée, qui est celui de la poésie, par exemple, parce qu'il y a des genres littéraires qui peinent parfois à trouver et des traducteurs et ensuite une diffusion. Le fait que des petites maisons d'édition comme la vôtre existent, ça permet aussi cette diffusion de poésie. Vous, votre coup de foudre pour le grec moderne est un peu paradoxal, puisque professionnellement, vous étiez professeur d'anglais. Oui. Et vous n'avez jamais traduit en anglais? Jamais, pour 2 raisons. D'abord, il y a de la concurrence. Donc, si j'avais voulu m'aligner, j'aurais dû commencer par Harlequin ou par de la science-fiction de 5e catégorie. Donc, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Et d'autre part, j'ai une théorie personnelle que je n'ose pas trop exposer en public. Je considère que traduire de l'anglais, c'est impossible.
du moins de l'anglais en français, parce que la déperdition est extrême. L'anglais est une langue vive, nerveuse, musclée, concise, et le français à côté, qui a de merveilleuses qualités par ailleurs, est un peu à la traîne. Donc quand je lis une traduction de l'anglais, il m'arrive d'être charmé. Quand je compare avec l'original, je suis nécessairement déçu. Je ne dis pas ça contre mes collègues pour lesquels j'ai une admiration éperdue, évidemment, parce qu'ils s'attaquent à une mission impossible et ils réussissent presque parfois à la rendre possible. Donc moi, je me suis attelé à une langue beaucoup plus rare et qui a cet avantage de prendre un peu son temps. Alors comme je suis un obsédé de la... pas de la vitesse, mais de la concision, disons, de la densité de la langue, là je souffre moins. J'arrive à peu près à tenir le tempo de la langue d'origine. Alors vous voulez que je raconte comment je suis venu au grec? Si vous voulez, oui. Écoutez, c'est un peu un mystère. Je n'aime pas le soleil, je n'aime pas la mer. Les antiquités grecques m'inspirent un respect un peu distant. Donc je n'étais pas fait pour ça. Et il y a eu une espèce de coup de foudre paradoxal qui s'est passé à un âge déjà respectable. J'avais 30 ans passés. Donc j'ai voulu aller en Grèce. J'ai appris par cœur la méthode Assimile. Et là, j'ai eu un coup de foudre en arrivant, un coup de foudre mutuel. Ils étaient charmés, ils étaient émus de ce qu'un étranger fasse l'effort. Et moi, j'ai découvert un pays, une civilisation très attachante, très différente de moi. C'est peut-être ça aussi. Et une langue et puis des auteurs qui m'ont paru absolument admirables et très très peu connus à l'extérieur, puisque il y a en activité actuellement un nombre très réduit de traducteurs du grec. Donc là, il y avait un champ très vaste et peu exploré, donc j'ai pu dès le départ commencer avec des textes du meilleur niveau. Et donc, quand on a un coup de foudre pour une langue, qu'on découvre sa littérature, qu'on a envie de partager cette passion, on va frapper à la porte de maisons d'édition pour proposer ces services. Comment ça se passe? Comment ça se passait à l'époque? Alors, quand j'entends Marie-Pierre, j'ai l'impression d'être dans un autre monde où tout est bien organisé. Il y a des agents, il y a dans des grandes maisons toutes sortes de personnes spécialisées. Moi, je suis tombé en plein Far West parce que il n'y avait pas d'agent. Tout se passait entre personnes. Il fallait soi-même d'abord trouver les textes, découvrir les auteurs, prendre contact avec eux, les persuader, aller voir leur éditeur, et ensuite démarcher en France, tirer toutes les sonnettes des éditeurs qui sont parfois un petit peu rétifs. Et donc c'était à la fois passionnant, je regrette un peu cette période, et en même temps quand même assez lourd par moments. Ça change, c'est en train d'évoluer. La Grèce entre dans le 21e siècle. Il y a des agents, certains auteurs n'en ont pas, d'autres en ont. Et il y a actuellement une harmonieuse répartition entre les avantages et les inconvénients. L'inconvénient étant que certains auteurs ayant un agent s'imaginent que les éditeurs français sont prêts à se ruer sur leur œuvre alors qu'elle est à peine commencée, ce qui n'est pas toujours le cas. D'un autre côté, moi je connais au moins une agente qui est absolument charmante, on s'entend très bien et on fait du bon travail. On a réussi récemment à placer un auteur admirable qui s'appelle Christos Ikonomou. Le livre s'appelle « Ça va aller, tu vas voir ». Ce sont des nouvelles qui se déroulent au Pirée au début de ce siècle, donc juste avant la crise, mais un livre qui décrit de façon prémonitoire la crise. C'est bouleversant sur le plan humain et c'est merveilleusement écrit. Excusez-moi pour la page de publicité, mais vraiment je le fais. Profitez-en. Ça vient du cœur, du fond du cœur, et c'est publié par Kidam, qui a actuellement la meilleure, à mon avis, la meilleure collection grecque de toute l'édition française. Oui, c'est vraiment un très beau travail de prospection qu'il est en train de faire.
À quel moment vous avez éprouvé le besoin d'être traducteur, mais aussi de créer une maison d'édition ? C'est un vieux rêve. Il est né de la nécessité. Il est né du fait que j'ai, dès le début, beaucoup publié, beaucoup traduit de la poésie. Alors évidemment, vous imaginez les difficultés qu'on a à publier de la poésie. J'ai eu une grande chance dans ma vie grâce à Gallimard. C'est une anthologie de la poésie grecque contemporaine en poésie Gallimard, qui d'ailleurs est devenu un best-seller à mon immense surprise. Mais ça, c'est exceptionnel. Le quotidien, c'est fait de beaucoup de refus et d'attentes. Donc déjà en 1995, j'avais lancé une première série, une première collection. Alors de façon tout à fait artisanale, c'était photocopié à l'officine du coin. Et évidemment, les ventes étaient en conséquence. C'était très très marginal. C'était les catacombes carrément. Et puis j'ai été reconnu, remarqué par le libraire grec de Paris, qui avait des velléités d'édition. On a fait des éditions bilingues de poésie pendant 5-6 ans. Là aussi, c'était un petit peu moins amateur. Et puis, ça a capoté, on s'est brouillé. Et c'est plus récemment, en 2008, que j'ai été abordé par François Bon, ce pionnier de l'édition numérique, entre autres choses, qui m'a proposé une collection grecque, où j'avais la plus entière liberté. Et là, j'ai pu m'éclater totalement et publier sous forme immatérielle ce que j'avais de mieux en magasin, des choses inédites ou bien des choses épuisées depuis longtemps, enfin tout ce qui ne se vendait pas. Et c'était absolument idyllique. Il y avait un seul petit problème, on n'avait pas de lecteur. Donc finalement quand même, la marginalité ayant ses limites, j'ai décidé il y a 2 ans de publier moi-même. Donc on a commencé par de la poésie grecque contemporaine, donc on cumule les handicaps commerciaux. Et puis finalement on s'oriente aussi, sans abandonner la poésie, vers la nouvelle, puisque la nouvelle aussi est un genre sinistré. Les éditeurs n'en veulent pas et je ne leur en veux pas, c'est très difficile à vendre. Mais l'avantage d'une petite maison d'édition, non, pas d'une petite maison, d'une minuscule maison d'édition. Parce qu'il y a des petits éditeurs, par exemple, vous aviez ce matin François Béreur, avec ses très belles éditions des Solitaires intempestifs. Moi, c'est encore plus petit, c'est encore plus artisanal. Lui, ça marche, c'est à peu près 100 exemplaires. Donc, mettons une grande maison, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, le seuil de rentabilité, c'est 3000 exemplaires. Ce qui exclut les 9/10 des ouvrages, et encore plus des bons ouvrages. Donc, le petit éditeur, lui, qui en général a 1 ou 2 salariés, eh bien son seuil, c'est 1000 exemplaires. C'est déjà plus confortable. Moi, mon seuil de rentabilité, c'est à peu près 100 ou 150. Et encore moins quand on a des subventions. Parce qu'il y a des subventions qui nous sauvent. Le CNL et mon sauveteur permanent depuis 35 ans. Mais ça veut dire que pour arriver à ce seuil de rentabilité de 100-150, il faut que le traducteur que vous êtes travaille bénévolement pour l'éditeur que vous êtes par ailleurs. Oui, j'allais le dire. Donc on s'entend assez bien, heureusement. Donc pas de problème de ce côté-là. Je ne suis pas payé pour ce que j'ai publié, ce que je publierai au Miel des Anges. C'est un choix. J'ai actuellement... On ne va pas ébruiter cette information parce que dans le contexte économique qu'on traverse, ça pourrait donner des idées à des gens mal intentionnés. Oui, mais si j'en parle en détail, c'est que je crois fermement que cette solution du minuscula, pour créer un néologisme, c'est nécessaire. C'est une évolution indispensable, vu que les grandes maisons vont devenir de plus en plus grandes et de plus en plus commerciales, et que par ailleurs, les coûts de fabrication et les problèmes techniques vont être, les coûts vont être sans cesse moindres et les problèmes techniques de plus en plus faciles à résoudre. Si bien qu'à l'heure actuelle, quelqu'un
qui est décidé à travailler de temps en temps, voire presque tout le temps bénévolement, peut créer sa propre petite maison et diffuser de façon à peu près satisfaisante sa production. Donc il n'y a pas de concurrence entre nous. Je disais à une autre table ronde qu'il y a d'un côté les éléphants et de l'autre les petites souris. Ils ne se font pas la guerre et chacun publie ce que l'autre ne peut pas publier. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Marie-Pierre. Ce serait peut-être un petit peu long de réagir à ces propos, mais la collection du monde entier, je tiens juste à dire qu'elle publie des auteurs qui sont extrêmement installés en France. On parlera Jonathan Coe, d'autres, Baricot, enfin, voilà, donc, dont les ventes sont effectivement colossales, mais elle publie aussi depuis des années l'œuvre d'auteurs comme Richard Bausch, dont je n'oserais parler des ventes ici. J'ai publié des nouvelles l'année dernière avec beaucoup d'enthousiasme, une toute jeune auteure. Je ne ferai pas un tableau aussi. Alors peut-être que la maison Gallimard, je ne voudrais pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense que cette maison a quand même la qualité encore aujourd'hui, en dépit de sa taille, en dépit de son statut de groupe maintenant même, pour poursuivre cette tâche qui consiste à faire découvrir des auteurs et bien évidemment à s'assurer que quand succès ils obtiennent, ils le conservent, mais aussi à prendre des risques et à les tenir. Voilà. Et quand vous parliez de la rentabilité d'un auteur, c'est quand même toujours beaucoup plus compliqué que ça. Certains auteurs chez nous ne sont pas rentables à 3 000, vous voyez, ou le sont à 1 000. Enfin, c'est quand même, il me semble, un tout petit peu plus compliqué. Oui, moi je me fonde non pas sur mon expérience avec Gallimard, qui a toujours été heureuse. J'ai même été dans la collection du monde entier en 88. J'ai une relation plus régulière, si vous voulez, avec Le Seuil. Le Seuil qui me nourrit actuellement, puisque je traduis pour eux du polar, qui se vend très très bien. Mais Le Seuil avait deux très grands auteurs grecs, Zilan Zatelli et Ioanna Karistiani, deux romancières célèbres dans leur pays qui se vendent très bien. Et en France, ça n'a pas bien marché et ils ont laissé tomber. Et ils m'ont donné ce chiffre. Il est évident qu'un éditeur qui fait bien son métier, même un grand éditeur, se doit d'équilibrer justement entre les livres vendeurs et ceux qui se vendent moins. Simplement, Le Seuil, que j'aime beaucoup par ailleurs, je crois, est tombé plus ou moins entre les mains de gens dont la qualité littéraire n'est pas le souci majeur. Je peux dire ça comme ça, oui. Éric Mouy, on va passer à vous maintenant. Vous avez un micro à chef, voilà, juste sur le côté de l'ordinateur. Comme Michel, vous êtes à l'origine professeur d'anglais, mais vous ne traduisez pas de l'anglais, de l'islandais en l'occurrence. Il ne fonctionne pas ? Si, oui, il fonctionne. Si. Ouais. Non, mais vous ne traduisiez pas de l'anglais. Non, je ne traduis pas d'anglais non plus. Non, voilà. Parce que j'aime pas l'anglais. C'est vrai ? Si, j'adore l'anglais, évidemment, c'est magnifique. C'est une langue magnifique. Même question qu'à vos prédécesseurs. Qu'est-ce qui vous a amené vers le milieu littéraire et en l'occurrence pour vous la traduction ? Alors, la traduction, c'est assez tardivement, en fait, après 30 ans. Parce que j'ai repris des... je suis né dans un endroit en France qui s'appelle le Berry, l'extrême sud du Berry. Oui, oui. Quand on est enfant, là-bas, on est dans la diagonale du vide. Et donc, on s'ennuie beaucoup. Et donc, on lit beaucoup, on fait plein de choses. Voilà. J'ai entendu tout à l'heure, dans la très belle lecture, l'expression « enfant de la nature ». Je me suis dit, ça c'est moi. Enfant de la nature. Et quand on est un enfant... Vous êtes un Pashtun du Berry. Peut-être un Pashtun du Berry. Alors, Joy Deep n'a pas évoqué cette ethnie ce matin. On a beaucoup voyagé, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal de Pashtun dans le Berry, finalement. En tout cas, je me suis beaucoup ennuyé dans le Berry quand j'avais entre 15 et 17 ans. Et quand on s'ennuie beaucoup, on rêve, on lit, on fait plein de trucs. C'est bien de s'ennuyer. Enfin, moi, je trouve ça super, en fait, de s'ennuyer. J'aime encore m'ennuyer. Je trouve ça... c'est le pied absolu. Et j'ai été passionné, comme disait Marie-Pierre, par les langues,
tout simplement. Les langues. Le fait que quelqu'un puisse dire le monde dans une autre langue qu'on ne comprend absolument pas. Et j'ai découvert l'existence des langues étrangères quand j'avais 8 ans. Un ami de mon père avait amené à la maison un couple d'Allemands. Donc je voulais évidemment faire de l'allemand. J'étais un filet d'allemand. Le problème, c'est que j'étais dans la diagonale du vide et dans un collège de campagne, et que donc on m'a forcé à faire de l'anglais. Forcé. Auquel j'ai pris vraiment goût au bout d'un trimestre, parce que je me suis fait engueuler par ma prof qui m'a dit « Tu as 15 de moyenne, j'attends 19 ». Donc voilà. Je trouvais ça très injuste d'ailleurs de sa part. On est devenus amis aujourd'hui et elle me rappelle régulièrement que j'étais totalement passionné par les langues. Et donc l'allemand, j'en ai fait en 4e, puis au lycée, où j'ai fait aussi de l'espagnol et de l'italien tout seul, parce que ça ne suffisait pas. Je ne pouvais pas faire de latin parce qu'il était trop tard et qu'il n'y avait pas de latin dans mon collège. Je ne pouvais pas faire de grec ancien non plus, parce qu'il fallait choisir entre le grec ancien et l'espagnol, et c'était hors de question de prendre une langue morte alors qu'il y avait une langue vivante. Mais n'empêche que c'était une frustration. Et donc, dès que j'avais 12-13 ans, j'ai découvert l'existence de l'Islande et de la Scandinavie. C'est des langues qui sont très proches de l'allemand finalement. Enfin, c'est le domaine germanique. Et peut-être que ma frustration, ma vieille frustration, alors je ne vais pas faire de la psychanalyse, il n'y a pas de canapé ici et tout, ça ne serait pas très confortable, mais disons que ma vieille frustration probablement est remontée à la surface. Et je me suis dit, quand j'ai vu des photos d'Islande, et surtout quand j'ai appris que l'islandais était la langue qui était restée la plus proche de l'origine des langues nordiques. Attention, je n'ai pas dit que c'est l'origine des langues nordiques. Hein. Je ne dis pas que le suédois vient directement de l'islandais, parce que s'il y a des suédois, je vais me faire exécuter directement. Mais bon, voilà, quand j'ai compris ça, je me suis dit, je veux apprendre ça. Donc je suis parti à 17 ans à Caen pour faire des études de langue nordique et d'anglais, et donc de littérature. Et puis je suis parti en Islande quand j'avais 20 ans, parce que je me suis rendu compte que l'islandais, c'était quand même très très compliqué à apprendre. Déjà, mais surtout à parler en fait, parce qu'on l'apprenait un peu comme le latin. Alors c'était Hestum, Hest, Frau Hestetil Hestins, Hestana, Frau Hestunum til Hestana. C'était des déclinaisons beaucoup plus compliquées que la déclinaison allemande. C'est pas pour dire que l'allemand c'est une langue facile, mais c'est une langue facile finalement, au niveau des terminaisons grammaticales, au niveau de la grammaire, c'est quand même beaucoup plus régulier que l'islandais, qui est d'une irrégularité absolue. Sauf que une fois qu'on a enfin, au bout de 2 ans de martelage, on a fini par intégrer toutes les désinences et tous les phénomènes de métaphonie par U, par I, etc., de subjonctif, à partir du moment où on a tout intégré, on finit par voir que, ah oui, mais effectivement, c'est un système d'une logique absolument extrême. Mais il faut avoir tout intégré avant. Et puis, je suis parti donc en Islande en me disant, voilà, tu vas apprendre l'islandais. J'ai vécu là-bas 2 ans quand j'avais 20 ans. D'abord à travailler dans une ferme. Ouais, j'ai pas vraiment la carrure, mais je l'avais à l'époque. Ensuite à distribuer le courrier à Reykjavik et à être tout le temps à vivre tout le temps avec des Islandais et des Islandaises. À travailler avec des Islandais et vivre avec des Islandaises. Et finalement, je suis revenu en France à 22 ans. Je me suis dit, bah, tiens, tu vas devenir prof d'anglais. Donc je suis devenu prof d'anglais, j'ai fait un enfant. Excusez, hein, ça ne concerne pas trop la traduction. Non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, il faut rendre des choses vivantes quand même. Hein. Et puis un jour, le directeur du département nordique de la fac de Caen, Jean Renaud à l'époque, qui avait été mon prof, m'a appelé en me disant dis donc, tu voudrais pas nous faire quelques cours d'islandais, parce que là on a un gros problème avec les heures, la prof en titre, elle arrive absolument pas à absorber toutes les heures d'islandais, donc ça serait vraiment bien. Je lui ai dit, mais tu sais, moi ça fait 6 ans que je suis pas allé en Islande, comment dire, l'islandais c'est un peu devenu un dialecte personnel, surtout je le parle pas trop, quoi. Bon, j'ai revu mon ancienne prof qui me dit, moi aussi c'est bon, attends, tu vas y arriver, on a parlé en islandais pendant 1 heure, et elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Hein.
Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans, 3 ans. 2 heures, 3 heures, 5 heures par semaine, enfin ça dépendait des années. Et Jean Renaud m'a dit, écoute, faut que tu ailles à Paris pour faire un DEA, une thèse, parce qu'il y aura un poste, tu sais, pour toi à la fac après, hein, donc grouille-toi un peu. Je suis allé à Paris, j'ai rencontré Boyer, j'ai fait un DEA avec lui, et là, dans mon DEA, j'ai traduit des parties de textes sur lesquels je travaillais, des textes uniquement écrits par des femmes. Et en ayant fini ce DEA, Régis Boyer m'a dit « il faut que vous traduisiez ». Et il n'a pas dit simplement « il faut que vous traduisiez », mais « il faut que vous traduisiez ça ». Non. Et en fait, je lui ai dit non pendant 15 jours, jusqu'au moment où il m'a dit « mais on ne me dit pas non ». Je dis mais si, moi j'ai autre chose à faire, je voulais pas traduire, j'avais gardé le souvenir des versions et des thèmes à la fac, et je me disais non mais tu mets 4 heures à traduire un texte d'1 page, ça veut dire que 400 pages, ça fait 1600 heures, non, au secours, jamais. Et il a quand même réussi à me convaincre, c'était avec Actes Sud, première traduction donc, mais qui s'appelait 101 Reykjavik. J'ai mis très longtemps à faire ça, très longtemps, parce que c'était un bouquin très particulier que je détestais au début et puis qu'à la fin j'ai absolument adoré. Et puis est venue une deuxième traduction, puis une troisième, et là j'ai commencé à travailler en fait avec Anne-Marie Métellier dès la 3e traduction. Alors justement, on vous connaît notamment parce que vous... Alors est-ce que c'est fou de dire que la vague du polar islandais vous doit beaucoup en France ou pas? Ah bah, faudrait quand même être complètement crétin ou d'une modestie absolument énorme pour dire que je n'ai rien fait, parce que jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait que moi qui avais traduit du polar islandais. Hein. Oui, parce que quand on s'est parlé au téléphone, moi j'ai découvert que j'étais un de vos lecteurs assidus. Oui. Mais sans le savoir. Enfin, disons que jusqu'en 2009, voire même 2010, les seuls polars islandais qui étaient traduits, c'était traduit par moi. À la demande d'Anne-Marie Métellier d'ailleurs. Et puis après, il y a eu aussi Gallimard, la série noire, avec qui j'ai travaillé un peu sur un auteur. Hein. Donc je ne vais pas dire ah non, j'y suis pour rien. Évidemment que j'y suis pour quelque chose, puisque c'est moi qui les ai traduits. C'est pas moi qui les ai découverts. C'est pas moi qui ai découvert Arnaldur Indridason. C'est Anne-Marie Métellier qui a découvert, comme expliquait Marie-Pierre, comme ça arrive souvent entre les éditeurs se connaissent d'un pays à l'autre, ils ont des copains, il y a des agents, etc. Et Anne-Marie avait parlé avec un ami à elle qui est éditeur en Italie, si je me souviens bien, et cet ami lui avait dit « il faut absolument que tu publies Arnaldur Indridason ». Anne-Marie m'a contacté en me demandant si je voulais traduire ça. Je me rappelle de nos premières conversations au téléphone, c'était assez drôle, parce qu'elle m'a dit « vous verrez qu'on va vendre 100 000 exemplaires ». Et elle m'a dit « vous êtes là ?» Oui. Je dis « mais vous savez, c'est la littérature islandaise, vous voulez dire 10 000 peut-être ?» C'est du non, 100 000, vous verrez, vous verrez. Et je lui dis « mais vous êtes folle en fait ?» Je dis « ah oui, peut-être, c'est possible, mais c'est pas grave. » Et on a travaillé le premier, le deuxième, depuis on a fait... une bonne quinzaine de livres ensemble. Est-ce qu'un traducteur est intéressé au succès de vente d'un livre? Financièrement, oui, évidemment. Hein. C'est-à-dire que toute la rémunération est basée sur le système de l'avaloir. Hein. Donc en général, on a... tu saurais mieux expliquer ça que moi. Il y a un pourcentage. Parlez dans le micro. Il y a un pourcentage qui va jusqu'à 2%. Ouais. D'accord. Enfin, il peut commencer des fois à 2 et redescendre à 1, justement, après un certain nombre de... Ouais, c'est-à-dire que bon... il faut quand même que le livre se vende pas mal. Hein, oui, parce qu'au départ, donc, pour avoir des droits supplémentaires, en fait. D'accord. Sinon, c'est un forfait qui est défini au départ pour la traduction. Selon la taille du livre, en fait, on rémunère au feuillet. Et donc, si le livre est assez épais, ça peut représenter un avaloir quand même important, 10 à 12 000 euros. Et donc, du coup, on calcule les ventes du livre selon les royalties qu'on a des 1 à 2%, comme on le disait. Ouais. Et c'est seulement quand cet avaloir est dépassé que l'auteur touche des royalties. Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, ça c'était pour l'aspect financier, Ouais. c'est important d'en parler. Et ça, c'est important aussi, évidemment. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, vous n'êtes plus professeur d'anglais depuis quelques années, vous Oui. êtes uniquement traducteur. Ouais, alors pas seulement à cause de ça, aussi à cause du fait que... Du temps, sans doute. On est très peu nombreux en islandais. Il y a énormément de littérature qui est écrite. Il y a énormément de bonnes choses. Et j'étais arrivé à un point où j'étais sans doute le prof qui avait le moins de vacances en France. Enfin, je veux peut-être pas exagérer, mais vraiment, j'avais jamais de vacances. Jamais, jamais. Et mes proches commençaient vraiment à en avoir ras-le-bol de me voir travailler tout le temps. Ceci dit, ça n'a pas changé. Je travaille toujours tout le temps, mais je ne fais au moins qu'une chose. Je traduis de la littérature islandaise. Je lis des livres islandais pour voir si c'est bien. Il y en a que je balance au bout de 30 pages parce que je me dis c'est même pas la peine. Si ça ne te plaît pas à toi, ça ne plaira pas aux gens. Et puis je traduis pas de choses qui me plaisent pas, quoi. Au-delà de l'aspect économique, en quoi, en tant que traducteur, vous vous sentez lié au succès ou à l'insuccès d'un livre? Alors ça, là, c'est pas le travail du traducteur que de faire le succès du livre. Le traducteur, il essaie de traduire avec, je pense, la plus grande honnêteté intellectuelle possible. Après, l'éditeur, c'est l'éditeur qui vend le livre, c'est pas le traducteur. Effectivement, l'éditeur peut publier un livre excellent à un mauvais moment, excellent, excellemment traduit, brillantissime et tout ce qu'on veut, à un mauvais moment, et le livre va pas se vendre forcément. C'est pas la faute du traducteur, c'est pas la faute de l'éditeur. Maintenant, si on prend le côté, disons, si on prend le côté inversé des choses, si l'éditeur sait pas bien faire son boulot et qu'en plus le traducteur traduit avec les pieds, et que le livre est publié en ayant été traduit avec les pieds, ça c'est clair que là, on va savoir assez vite que la traduction est de mauvaise qualité, parce qu'on peut pas faire d'un mauvais livre en le traduisant un bon livre. Mais on peut par contre faire d'un bon livre ou d'un très bon livre un véritable torchon en l'écrivant dans un français complètement désastreux. Ça c'est clair. Et ce que tu n'oses pas dire, c'est qu'il y a aussi des auteurs étrangers que les journalistes et les libraires découvrent plus volontiers parce qu'ils repèrent le nom d'un traducteur et qu'ils ont confiance. Ça existe aussi. Ouais. Attaché au succès de cette manière-là. Je veux dire, maintenant, on peut dire que les journalistes et les libraires regardent les auteurs islandais traduits par Éric Bouffry. Alors justement, Marie-Pierre, je vous repose une question que Dominique a effleurée ce matin. Quand on a constitué un binôme auteur-traducteur, est-ce qu'il est important de le maintenir parce que la qualité a été une fois au rendez-vous, ou est-ce qu'il faut de temps en temps aiguillonner ces traducteurs en confiant la traduction d'un auteur qu'ils connaissent bien à un autre traducteur? C'est terrible ça c'est le non, mais je moyen sais pas, moi je vous pose la question. Non, comme je le disais ce matin, c'est important d'entretenir la relation. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se fonder sur trop d'affectifs. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu inquiétant de voir un traducteur, trop investir affectivement, je dirais, dans la relation avec l'auteur. Surtout quand l'éditeur a pu remarquer peut-être un petit essoufflement, ou un relâchement qui peut se produire, je veux dire, au fil des livres. Un traducteur peut aussi se lasser d'une œuvre, peut aimer un livre moins qu'un autre. Nous, notre travail, donc, c'est d'être vigilant, c'est d'essayer justement de ne pas non plus tomber dans le piège de l'affectif avec le traducteur, même si bien évidemment, au fil des livres, au fil du temps, on noue des relations autres que les relations professionnelles, mais c'est qu'à un moment, quand le texte se présente, vraiment d'être honnête l'un envers l'autre. Moi, je n'ai pas de recette miracle, mais j'aime beaucoup, avec tous ceux avec qui je travaille, même quand on a déjà travaillé ensemble et quand je viens leur proposer un nouvel auteur, leur demander un extrait, en fait. Et très souvent, je dirais, même ceux avec qui j'aime travailler ne précèdent ma demande, me disent, voilà, moi j'aime énormément ce texte, mais j'ai envie d'essayer, et je te montre, et on en parle. Et ce que ça permet, c'est d'éviter les déceptions, ah ben non, mais cette voix, là, je la trouve trop relâchée, je l'entendais plus soutenue. Vous voyez, on se met d'accord, on affûte les instruments. Mais quand il s'agit de l'anglais, vous avez, je dirais, non pas une vérification, mais une possibilité d'avoir votre propre lecture et votre propre regard sur l'œuvre originale. Quand il s'agit de l'islandais, eh ben, il faut faire confiance au traducteur qui raconte, y compris quand il raconte n'importe quoi.
On n'a pas le Il choix. se passe quelque chose quand même. On réagit quand même. Mais si vous parlez pas, on parle pas toutes les langues, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous lisez un livre traduit du groenlandais et que vous avez des endroits où ça accroche systématiquement, un style qui n'est pas du tout fluide, des personnages que vous n'arrivez pas à vous représenter parce que les descriptions sont extrêmement floues ou extrêmement étranges. Si vous avez un texte finalement difficile, enfin, pas très très français en mains endroits, ça veut dire en fait que, alors peut-être que le texte original est particulièrement ardu, mais ça veut dire surtout que le traducteur n'a pas compris le texte. Et que donc il n'a pas été capable de le traduire vraiment et qu'il ne l'a pas transcrit tout simplement. Enfin, pour moi, ça c'est mon interprétation. Ça m'est arrivé une fois de relire une traduction et mon Dieu, j'en parlais au jeune homme assis là tout à l'heure, et mon Dieu, c'était pas une traduction faite par moi, mais franchement non, c'était pas possible. Et moi en tant que traducteur islandais, je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir des collègues supplémentaires pour leur refiler du boulot et dire ok, celui-là il est vraiment bon, il sait traduire. Là le pauvre garçon savait pas traduire, il faut qu'il fasse autre chose, vraiment. Je dis pas ça du tout par méchanceté, ou alors il faut vraiment qu'il progresse, c'est-à-dire qu'il apprenne vraiment l'islandais. Parce que c'était des contresens permanents, des confusions entre le présent, le passé, le futur. Enfin bon, je ne vais pas développer ça, mais un texte en français, il doit être compréhensible quand même. Hein. J'imagine que l'expérience n'a jamais été menée, mais un texte original qui serait confié à deux traducteurs différents, ça donnerait forcément deux textes très différents. Ça s'est fait ? Oui, on peut le faire à travers les époques. Il y a des traductions successives qui ne sont pas nécessairement séparées par 40 ans. Hein. Ça peut être des questions ensuite. C'est moi qui parle trop fort. Je sais pas. Non. Je suis trop proche. Parce que là... Bon alors, on va essayer peut-être de changer de micro. Regardez. Ouais, ça a l'air mieux, ça, comme ça. Merci. Oui, je disais oui, ça se fait, mais pas nécessairement parce que bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais cette question des traductions qui vieillissent en fait, et puis ensuite on en fait une nouvelle parce qu'elle est plus satisfaisante pour diverses raisons qui ne sont pas nécessairement qu'elle n'avait pas de qualité, mais parce qu'elle correspondait à des standards de l'époque, à une façon de faire vis-à-vis d'un texte étranger. Mais il y a aussi parfois des questions de, il y a des textes qui sont en domaine public où en fait les éditeurs vont faire plusieurs traductions. Il y a dans certains cas oui, des choix à un intervalle assez bref, parce que par exemple une maison ça arrive malheureusement dans l'édition, aura déposé le bilan, perdu ses droits, et qu'en fait un nouvel éditeur décide de confier à quelqu'un d'autre en qui il a plus confiance, ou dont il préfère le travail sur cette langue-là. Et donc on a quand même assez régulièrement, alors pas sans arrêt, mais des traductions entre guillemets concurrentes ou différentes. Et bon, récemment il y avait toutes des controverses sur des nouvelles versions de la Divine Comédie. Bon, là, on est quand même dans du domaine public, mais où effectivement, il y a tellement de façons potentielles de traduire la Divine Comédie, avec des choix esthétiques très très forts, et que voilà. Et ensuite, il peut y avoir des raisons éditoriales. Si on expose une tradition de référence, on n'a peut-être pas envie qu'il y en ait d'autres qui viennent un peu chahuter sa présence, notamment en université. Mais pour le simple lecteur, c'est extrêmement intéressant de voir des traducteurs très talentueux, mais qui vont prendre des options assez radicalement différentes, en privilégiant d'un côté, comme on le disait ce matin, peut-être un peu plus le sens, et d'autres un peu plus la musique, et d'avoir des choses qui sont également pertinentes, en fait, mais différentes. Alors non, conservez le micro, Hugues Ambert, puisque vous l'avez, puisqu'on s'intéresse aussi à la diffusion. Le rôle des libraires est essentiel. Vous-même, vous dirigez la librairie Caribe. Alors, en fait, je ne dirige pas. On est 5 associés égalitaires. Vous êtes 5 associés. On est une coopérative, même si on a une forme de SARL. Donc vous êtes l'un des fondateurs, alors, oui, tout à fait. De la librairie Caribe, qui se trouve dans le 12e arrondissement, à Paris. Au 129 rue de Charenton. Et une grande partie des ouvrages que vous proposez à vos clients est constituée de littérature étrangère. C'est pas un critère en soi. C'est pas un critère, d'accord. Mais il se trouve que parmi les ouvrages que vous proposez, il y en a une grande partie qui viennent de traduction. D'ailleurs, est-ce que vous avez un rayon
d'ouvrages en langue originale? Non, mais donc d'une part parce que si on va sur des langues autres que l'anglais, à notre échelle, d'abord on a une toute petite librairie, hein, on fait énormément de choses, je pense, on est assez dynamique paraît-il, mais on n'est pas grand, donc on a de toute façon des questions de stockage limitées. Déjà pour faire rentrer 15 000 ouvrages dans 45 mètres carrés, c'est assez tassé, et on ne veut pas que ça soit moche, donc ça porte certaines limites. On n'aurait pas assez de clientèle pour des langues autres que l'anglais, à notre avis. On en a fait un peu à certains moments, et après le système de diffusion en fait et de grossistes pour des volumes en anglais, sauf à en avoir énormément, ça devient très pénalisant très rapidement, et donc du coup on le fait pas. Alors quel regard vous portez en tant que libraire sur les traducteurs et sur la traduction en général? Alors je voudrais juste dire, parce que en fait moi je suis libraire d'abord je suis libraire à temps partiel et seulement depuis 5 ans. En fait je suis surtout un lecteur, hein, parce que, avant tout, moi ce qui me caractérise, je suis devenu libraire en 2011, un petit peu par hasard, je dirais presque pour rendre service à des amis parce que leur projet était superbe et que j'avais du temps. Sinon, non. Moi, depuis que je suis tout petit, et puis comme j'étais en internat, je pense qu'effectivement, de mes 10 ans à mes 18 ans, j'avais peut-être pas grand-chose d'autre à faire que de lire. Donc vous n'étiez pas dans le Berry? Non, dans la Sarthe. Mais bon, c'est pas loin. C'est franchement pas mieux. Hein. Ah non, mais ça, j'en suis certain. Et donc oui, franchement, moi je suis pas venu par les langues spécialement étrangères, parce que je faisais de l'allemand et du russe, puis je me suis mis à l'anglais beaucoup plus tard. Mais en revanche, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Mais les langues, j'aimais presque tout le reste, sauf les langues, en fait. Donc. Alors, en tant que lecteur, est-ce que vous vous intéressiez, avant de passer peut-être j'allais dire de l'autre côté du comptoir, est-ce que vous vous intéressiez au travail des traducteurs? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez à l'idée lorsque vous lisiez un roman de littérature étrangère? Alors, de toute façon, comme ça a été dit ce matin, et ça je pense qu'en tant que gros lecteur, et depuis plus de 25 ans, plus de 30 ans, il y a une reconnaissance phénoménale vis-à-vis des traducteurs en général, mais d'abord tout spécialement pour les traducteurs des langues que je suis absolument incapable de comprendre. Moi, le japonais, le coréen, le chinois, l'hindi, l'arabe, aucune chance. Après, au départ, je pense que quand j'étais plus jeune notamment, sur allemand et russe, j'ai jamais été capable de lire couramment ces deux langues. J'avais un niveau scolaire français, ce qui est, comme on le sait, pas généralement extraordinaire. En anglais, après, c'était un niveau professionnel, et puis en plus, j'aime ça, donc là, j'en ai lu beaucoup. Et à une époque, au point que je lisais pas avant de redevenir libraire, je lisais quasiment plus de littérature anglaise ou américaine en français, en fait. Je la lisais en VO, et puis... Et donc, honnêtement, je me fichais pas mal des traductions dans ce domaine-là. Et puis, c'est revenu, donc là, sur les autres langues, ça a toujours été le cas. Sur l'anglais, oui, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et là, d'autant plus qu'au moins 2 de mes collègues et associés sont des gens qui, eux, dans leur histoire préalable, sont très attachés aux questions de traduction. Et à peine la librairie a été créée, on a commencé à inviter des traducteurs, en fait, pour nous parler de traduction, parce que ça intéresse beaucoup de nos lecteurs, en fait. Et parmi les premiers invités, on a eu des gens comme Claro, comme Nicolas Richard, comme Anne-Laure Tissu, qui sont venus parler et là, c'est des gens qui traduisent de l'américain, ou de l'anglais. Hein. Et justement, je parlais de ça. Et oui, on est assez attentif à la qualité de traduction, je pense, en tant que lecteur. Après, moi, j'ai quand même pas mal de mensuétude, en fait, vis-à-vis des traductions, honnêtement, parce que je suis très agacé que souvent, j'entends, alors notamment dans autre chose qui est dans la blogosphère, parce qu'on est aussi d'assez gros blogueurs, on chronique à peu près 450 bouquins par an. Et il y a toujours quelqu'un qui va dire ouais, cette traduction elle est pourrie, elle est fautive, à la page 334 c'est vraiment n'importe quoi. Oh mon Dieu, est-ce que le livre est bon, est-ce que c'est plaisant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je vais pas m'amuser pour chaque bouquin issu de l'anglais ou de l'américain que je vends d'aller prendre la VO, d'aller vérifier. Je suis pas correcteur, relecteur de maisons d'édition. Heureusement, il y a effectivement des gens à qui on fait confiance, ce qui n'empêche pas qu'un très bon traducteur, une fois de temps en temps, pour des raisons diverses, peut passer un peu à côté, rater un truc, ça arrive, c'est humain et c'est pas nécessairement dramatique. Puis comme on le disait tout à l'heure, il y a des traductions fautives, ça arrive, mais c'est heureusement l'exception assez rare. En tout cas, moi, dans le type de livre que je lis et que je commercialise.
Et bon, on est une petite librairie, parfois on dit qu'on est un peu élitiste. Je pense qu'on n'est pas du tout élitiste. Je pense qu'on aime la bonne littérature, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est vrai que bon, il y a des livres. Moi, je m'occupe pas ni de les lire ni de les vendre. Après, si on me les demande, je les commande. Je suis gentil. Enfin, je vais pas refuser quand même non plus. Mais donc non. Enfin, oui, je pense que c'est très important les traductions, mais je trouve qu'on a un niveau de traduction, en tout cas autant que je puisse en juger aujourd'hui. Donc en anglais, mais c'est aussi vrai en allemand et en russe. À chaque fois que j'ai été amené un peu à vérifier par envie, quoi. Je trouve que, et je pense qu'il y a eu un travail fait par ce dont on a parlé ce matin, que ce soit par la TLF, que ce soit par les ateliers de traduction. Il y a une professionnalisation du métier, une envie en fait d'arriver à un niveau de qualité, je pense, qui est vraiment très supérieure à celle qu'elle était il y a 30 ou 40 ans, où on reposait plus sur des artisans de génie en fait il y a 30-40 ans, et il y en a encore beaucoup heureusement, mais il y a aussi une qualité moyenne, je pense, qui a énormément augmenté. Enfin, aujourd'hui, il n'y a vraiment que des mauvais coucheurs qui se plaignent des qualités de traduction. La plupart des bons lecteurs, en tout cas parmi ceux que je connais, disent c'est super, quoi, il n'y a rien à dire. Ce souci du détail que vous évoquiez, ça me rappelle une anecdote de Faulkner qui avait croisé son traducteur français. Et le traducteur français s'était penché auprès de lui en disant qu'il avait telle difficulté sur tel passage. Et Faulkner lui a répondu, si ça vous pose un problème, virez-le. Voilà. Une sorte de décontraction... pragmatisme anglo-saxon. Dit comme ça a été évoqué ce matin, c'est vrai qu'il y a eu aussi toute une période, fin des années 40, 50 et début des années 60, où en particulier sur la littérature américaine et même chez des très grands éditeurs français, on coupait allègrement les textes d'origine pour que ça tombe dans un format, enfin, etc. Donc bon, c'est aussi des choix. C'est pour ça qu'il y a quand même certaines retraductions actuelles qui arrivent en ce moment sur le marché, qui s'imposent, non pas nécessairement pour des questions de qualité de la première, mais pour des questions de coupe abusive, parfois quand même un peu musclé, quoi. Oui, Michel. Oui, je voudrais intervenir là sur un point de détail. Je suis globalement tout à fait d'accord avec ce progrès général des traductions qui est dû, entre autres, à la mise au point, la mise en œuvre d'un véritable enseignement de la traduction. Je ne sais pas si on en a parlé ce matin, mais ça a été une grande date, un tournant dans l'histoire de la traduction que vers 1990, la création de ces formations spécifiques à la traduction littéraire. Et j'ai eu la chance de participer à ça. C'était extraordinaire. Ça l'est toujours. D'accord. Simplement, il y a des exceptions. Et justement, Hugues mentionne les traductions de l'américain. J'ai fait une expérience récemment. Vous savez, on dit beaucoup de mal de ces traductions faites pour la série noire des débuts, parce qu'il coupait, charcutait, et puis le directeur de collection, Duhamel, injectait de force, enfin forçait ses traducteurs à injecter un peu de gouaille parisienne. Donc j'ai lu ces traductions, je crois que c'était de Robillot, et tout de suite après j'ai lu la retraduction faite par une personne dont je me suis empressé d'oublier le nom, qui a été encensée dans la presse. Enfin, Chandler, tout ça. Je me suis emmerdé. Elle traduisait en serrant les fesses, il ne manquait rien. Mais qu'est-ce que c'était plat et lourd. Robillot, lui, c'était punchy. Il avait le swing. De temps en temps, il virait un petit truc, mais il avait le tempo. Alors, on repère très bien dans les traductions de Robillot ce qui est de lui et qui est parfait. On devrait couper simplement les ajouts de Duhamel et on aurait un chef-d'œuvre de traduction. Voilà pourquoi le progrès indéfini tendant vers un idéal, il faut mettre un tout petit bémol. Oui, Eric. Parce qu'il y a quand même un truc, hein, c'est que quand vous lisez une traduction, vous ne lisez pas, vous lisez une indéfinie, une traduction, pas la traduction, ça c'est bien clair pour tout le monde, mais vous ne lisez pas, là par exemple, si vous lisez Ilska en français, là je l'ai en islandais. Et si vous le lisez en français, vous ne lisez pas Ilska, même s'il s'appelle aussi Ilska. C'est pas Ilska que vous lisez, c'est une version refaite par quelqu'un qui est... Une excellente version en tout cas, moi je tiens à le dire. Okay, d'accord, mais vous pouvez nous en lire un petit passage pour voir ce que ça donne en islandais? Vous lisez l'islandais, Eric? Ah bah oui. Oui, oui. Non. Sumarið 2004 birtist á forsíðu tímaritsins Reykjavík Grapevine svört kona í íslenskum skautbúningi.
Tilefnið var 60 ára afmæli lýðveldisins. Skrautbúningurinn hafði verið fenginn að láni frá kvenfélaginu á Laugarvatni eftir að Þjóðdansafélag Reykjavíkur dró tilbaka lánsloforð þar kynþáttur fyrirsætunar var ljós, eða altså mjög dökkur. Starfsmaður þjóðsandafélagsins lét hafa eftir sér að félagið setti fyrir sig að ritstjóri tímaritsins Valur Gunnarsson teldi myndina túlka framtíð Íslands. Þjóðdansafélagið líti ekki svo á að hún væri svört, líklega væri hún frekar gul, án þess að frekar væri farið út í þá skilgreiningu. Merci beaucoup. Michel, est-ce que vous auriez un peu de grec pour nous? Je n'avais pas prévu, c'est la première fois. Ah non, mais fois. c'est imprévu. D'habitude, j'ai toujours quelque chose sous la main. Là, j'ai un texte, je ne sais même pas d'où il vient. Mais c'est juste pour l'avoir un peu dans l'oreille, la musicalité. D'accord. Ο βρόντος και τα λόγια της φοβέρας του γονιού του πάνε χρόνια και καιροί που έχουν εξεχαστεί. Μα η φόβηση μένει πάντα ριζωμένη στην ψυχή του και αυτή τον κάνει να φοβάται τη ζωή καθώς ο γάτος στο νερό. Ανάμεσα στους ανθρώπους είναι σαν ένας σκύλος που φοβάται τη γλώσσια. Voilà, chacun va se fabriquer sa traduction. Désolé Marianne, on a fait un peu de concurrence à Terre de Parole pendant... Hugues, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, c'était en fait, je voulais ajouter un point sur ce que disait Michel juste avant en fait qu'on fasse un détour en Islande et en Grèce. Je pense que c'est très juste ce que tu disais, et en même temps, moi, dans mon sentiment, et là, sans trahir de secret, mais c'est un débat qui traverse de façon récurrente la commission littérature étrangère du CNL, donc chargée d'accepter ou de refuser les aides à la traduction. Il y a quand même toujours, chaque année, enfin moi ça fait 2 ans que j'y participe, et donc encore 1 an, parce que c'est pour 3 ans, il y a toujours ce débat entre vraiment la fidélité aux mots, au sens, et puis une recherche de musicalité, d'élégance, de rythme, enfin, ce que moi je résume par la musique, mais c'est plus que ça, bien entendu. Et on voit à chaque fois des textes voilà, où le traducteur a pris certaines options, et suivant en première lecture sur qui il tombe comme rapporteur, s'il a fait des choix musicaux et qu'il tombe sur un fanatique du sens millimétré, il se fait démolir, et vice-versa. Donc à chaque fois, bon, c'est pour ça que les commissions sont multipartites et qu'il y a beaucoup de gens, parce que pour éviter justement ce genre de... Bien, mais ça reste un débat constant, et je pense que personne n'a de solution. C'est vrai qu'il y a probablement des textes qui, si on tient à rendre le moindre élément de sens, sont ennuyeux en fait à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui est parti. Et puis au contraire, si on cherche à rester dans le rythme, comme c'est pas la même langue, elle n'a pas les mêmes longueurs de mots, enfin, on revient à ce que tu disais sur l'anglais de façon peut-être un peu provocatrice, mais c'est vrai qu'à la fin, ça devient un tel défi qu'on a autre chose, et si on veut que ce soit musical, peut-être que oui, ça dit pas exactement la même chose que l'œuvre d'origine. Bon, est-ce que c'est très grave? Moi, je suis pas sûr. Hein. Enfin... Moi, je crois qu'il y a des gens qui aiment disséquer les femmes et d'autres danser avec elles. Bon, moi je préfère danser. Hein. Et pourtant, dans les romans que vous traduisez, il est souvent question de dissection. Une question, est-ce que les traducteurs doivent forcément être des auteurs? Michel, vous écrivez. Est-ce que, Eric, vous avez une production personnelle en dehors des romans que vous traduisez? Et est-ce que vous avez eu la volonté d'écrire, même si elle a été contrariée? Elle n'est pas contrariée, en fait. Moi, j'écris tout le temps à titre personnel quand j'en ai le temps ou quand j'en ai le besoin. Mais c'est pas publiable. C'est pour moi, c'est voilà. Par contre, effectivement, écrire, être écrivain, ça veut dire quoi finalement quand on est journaliste et qu'on écrit des textes, y compris si c'est des articles sur des choses pas forcément très intéressantes à longueur de journée, on écrit aussi quoi. Pour moi, on n'a pas besoin d'être auteur quand on est traducteur,
Mais par contre, on a besoin d'être d'une certaine manière réécrivain quelquefois, tout simplement. Réécrivain dans le sens où, ce qu'on disait tout à l'heure de la fluidité ou des sonorités, on essaie de rendre un texte qui soit simplement lisible en français et accessible au public francophone. Dans ce sens-là qu'on est réécrivain. Si je vous traduis le passage que je viens de vous lire en islandais directement en français, alors en étant au millimètre du mot près et de la syntaxe, c'est ce qu'on fait quand même. On essaie de faire ça. On essaie de rester au millimètre près de la syntaxe. Mais il y a un moment où on se rend bien compte que c'est juste pas possible. Et là, effectivement, on a alors la casquette d'écrivain, de réécrivain ou simplement de personne qui réfléchit et qui sait écrire un minimum en français. C'est pas parce qu'on sait écrire qu'on est écrivain. C'est pas parce qu'on sait parler anglais et qu'on sait parler français qu'on sait traduire de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais. Et il y a une différence entre écrivain et auteur. Alors écrivain peut-être, ouais. Auteur, moi je me revendique pas pour auteur. Pour l'instant, j'ai rien publié parmi mes productions. Ça peut venir. Et Michel, vous, ça a été un phénomène peut-être inverse, c'est la traduction qui vous a permis de vous réaliser ensuite en tant qu'auteur ? Oui, depuis tout petit, je me sentais une vocation d'écrivain, puis ça sortait pas, j'étais bloqué. Et c'est la traduction qui m'a débloqué. J'ai commencé à traduire à 32 ans, et 7 ou 8 ans plus tard, je me suis mis enfin à écrire. C'est sorti d'une certaine façon, de façon modeste. Ça a été aussi lié à l'outil, l'ordinateur, qui m'a enfin permis de me retrouver dans les brouillons, de pouvoir réécrire, parce que c'est ça le plus important en fait, réécrire, sans être obligé tout le temps de recommencer la page. Voilà, donc c'est une raison technique qui est quand même très importante. Je dirais que c'est absolument pas nécessaire de pratiquer les deux. Laure Bataillon, qui était une très très grande traductrice, confiait que quand elle a commencé à traduire, elle a poussé un soupir de soulagement en disant « Ouf, je n'aurai pas à traduire mes propres œuvres ». Oui, elle écrivait celles des autres, et c'est encore mieux dans un sens. Je dirais tout de même que ça aide dans la mesure où, quand on écrit soi-même, même si on ne publie pas, on comprend mieux ce qui se passe quand l'autre écrit, quand son auteur écrit, et ça permet de comprendre ce qui, dans son texte, est important, ce qui peut peut-être passer au second plan. On comprend comment ça s'est fabriqué, et donc on peut mieux le gérer. Et puis, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est les préfaces ou les postfaces qu'on peut être amené à écrire. Et ça, je crois que c'est une pratique qui est importante à généraliser quand il s'agit de littérature étrangère. Un texte étranger nous arrive toujours de loin et il y a tout un arrière-plan culturel qui manque au lecteur moyen, disons, de la langue d'arrivée. Il faut donc l'amener au texte, l'aider en lui fournissant certains éléments. Et c'est pourquoi, moi, de façon systématique depuis longtemps, je demande à l'éditeur la permission d'écrire, non pas une préface qui est placée de façon arrogante au début, qui couvre le texte, non, mais à la fin, plus humblement. Une postface qui va dire pourquoi ce livre me paraît important et fournir certains éléments culturels qui aideront à comprendre et qui fourniront aussi aux journalistes un peu de copie, quelques arguments. Ouais. Oui. Je voulais juste ajouter un petit point sur ça. Moi, parmi les différents traducteurs qui ont été amenés au cours des 5 années écoulées donc à être en rencontre en fait, à la librairie et à échanger avec les lecteurs présents, en fait, on a eu aussi bien des traducteurs, je dirais, purs, c'est-à-dire qui ne sont pas écrivains ou alors de façon très marginale, et dont les traductions sont incroyables. Je pense par exemple à Nicolas Richard pour Pynchon, pour Jim Dodge ou pour Russell Hoban ou pour William Cutwinkle, pour en citer que quelques-uns. Asika Fakambi pour sa traduction de Notre quelque part de Parks, donc un roman ghanéen dont la traduction enfin, est un tour de force d'intelligence de trouver comment rendre 3 langues simultanées qui marchent au Ghana mais qui ne marchent pas en France, sauf si on trouve les bons équivalents au Togo et au Bénin, et c'est incroyable.
Anne-Laure Tissu également pour Percival Everett ou pour Laird Hunt ou pour Steve Tomazula qui fait vraiment un travail uniquement de traductrice. Et à côté de ça, des gens comme Claro, bien entendu, comme Mélanie Fazi, qui est moins connue du grand public parce qu'elle écrit du fantastique, mais c'est une des plus grandes auteurs actuelles de fantastique en France et qui traduit aussi bien Liza Tuttle que Richard Sanderson. Anne-Sylvie Omassel, qui traduit Thomas Ligotti, Anne Banks, Vanessa Veselka et qui écrit sous le nom de Anne-Sylvie Salzman. Et en fait, on n'a pas observé de véritable différence. Moi, j'ai le sentiment que les bons traducteurs, en fait, se posent quand même des questions d'écrivains ou d'auteurs en permanence, même s'ils ne produisent pas à la fin, eux, un texte personnel autre que la traduction. J'ai l'impression que la mécanique intellectuelle, c'est ce que disait Michel, elle est à l'œuvre, hein, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Sinon, ça devient des versions de Cagne, enfin des maladroites, parce qu'il y a peut-être des très bonnes. Et de toute façon, la traduction, elle est nécessairement personnelle, parce que le traducteur, il est auteur, c'est le paradoxe, il est auteur de son texte en français. Et donc il a la distance, quelquefois il est très critique aussi sur le texte source, quelquefois il va dire non mais attendez, non mais franchement, là on n'a pas le choix, hein, mais si l'auteur est vivant, on peut lui dire bon tu sais ça en français vraiment... c'est vraiment ta métaphore ou ta comparaison, ça ne peut pas fonctionner, quoi. On n'est pas dans les mêmes domaines. Il y a quelquefois, par exemple, une métaphore ou une phrase qui va être très belle en anglais ou en islandais ou une comparaison, et en français, ça va devenir un cliché absolument affreux. C'est infréquentable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que, sous prétexte de fidélité, on traduit vraiment, on essaie de garder l'ancrage vraiment dans le texte source, auquel cas, dans le texte source, l'auteur passe pour quelqu'un d'intelligent pour les lecteurs de sa langue, et on en fait un idiot en français, alors qu'on dit la même chose exactement que ce qu'il dit, sauf qu'en anglais, c'est pas idiot, en français, ça semble complètement débile. Voilà, l'auteur, il est le traducteur, il est l'auteur du livre aussi dans ce sens-là. Moi, j'ai pas envie que mes écrivains passent pour des imbéciles, hein. Parce qu'ils ne le sont pas, en fait. Je ne traduis pas des imbéciles. Marie-Pierre, une dernière question. Quel est le regard des auteurs que vous accompagnez, des auteurs étrangers, sur le fait d'être publiés dans notre pays? C'est quelque chose qui demeure important aujourd'hui ou pas forcément? C'est très variable. Ça dépend peut-être de la génération à laquelle ils appartiennent et de l'endroit du monde dont ils viennent. Pour le résumer vraiment très grossièrement, j'ai l'impression quand même qu'auprès d'une jeune génération, ce matin, effectivement, on a dit le français, c'est le respect, l'anglais, c'est commercial. Pour une jeune génération, j'ai l'impression que l'anglais marque quand même l'accès, voilà, à un certain niveau de respectabilité. Le français, malheureusement, voilà, je ne voudrais pas ouais. Après, j'ai trouvé que les auteurs anglo-saxons eux-mêmes, qui ne sont justement pas exposés à ça, puisqu'ils sont en anglais natif, hein, donc ils n'ont pas l'aspect on va être traduit en anglais. Moi, j'ai trouvé, ceux qu'on a reçus, en tout cas, qui ne sont pas non plus des auteurs qui font des milliards de ventes, mais qui sont quand même des auteurs importants. Christopher Priest dans le domaine anglais, Laird Hunt, qui est un petit auteur, mais avec une grosse réputation. Moi, j'ai trouvé qu'à chaque fois, sauf si c'est du compliment de façade, mais c'est pas l'impression que ça donnait, ça veut quand même dire quelque chose d'être traduit en français, et qu'il y a quand même, je pense qu'ils admirent encore beaucoup. Alors bon, là, je vais plaider pour notre chapelle à nous, mais pour notre réseau de librairies, en fait, parce que c'est quelque chose qui a disparu d'Angleterre. Ça, c'est aussi, il y a une différence. Il y a l'auteur qui n'est encore jamais venu en France et à qui on annonce qu'il va être traduit en français. Aujourd'hui, ça peut vouloir dire quelque chose si son milieu, sa culture résonne avec tout ça. Je pense à une jeune auteure anglaise qu'on a publiée en janvier, et c'était évident. Pour d'autres, venus de lointains pays d'Afrique, etc., c'est pas si... Mais après, ils viennent. Et effectivement, quand ils viennent, tout peut se passer. Et c'est vrai qu'effectivement, ils nous envient beaucoup ces lieux, le travail des libraires, voilà, dans le temps, le temps qui n'existe plus, en fait, dans le milieu éditorial... pas seulement anglo-saxon, d'ailleurs dans le monde, et puis même plus largement, hein, dans plein de pays, les livres, je sais pas, passent 3 à 4 semaines en librairie, puis après ils s'en vont. Voilà, maintenant, pour un certain nombre d'auteurs, ça reste important, mais c'est aussi un peu le reflet quand même de
de nos positions géopolitiques, je dirais, et selon les pays, ils sont plus ou moins en accord avec nous. C'est vrai que certains auteurs venus d'Afrique ne comprennent pas totalement notre position sur certains sujets. Charlie Hebdo, tout ce qui s'est passé cette année, par exemple, ça a suscité un grand nombre de réactions variées. Voilà, on sent aussi qu'il peut y avoir un agacement quand même prononcé envers la France, ses prises de position, son autosatisfaction, sa culture. Je me rappelle, je ne nommerai personne, mais certains auteurs me disant « mais moi je vis en France, mais j'ai pas forcément envie de manger français. Votre gastronomie, on n'en peut plus ». Et voilà, et comment leur en vouloir? En même temps, après, ça n'empêche pas les rencontres, et puis au fil du temps, ils changent d'avis. Je veux dire, alors j'en connais beaucoup qui sont très émus d'être traduits au sens large, voilà, parce que pour eux c'est merveilleux. Et voilà, il y a bien évidemment ceux qui s'inquiètent aussi d'être traduits, qui sont un peu parano, qui effectivement voudraient tout relire. Mais il y a ceux pour qui ça représente vraiment un cadeau extraordinaire et qui disent voilà, c'est un autre livre effectivement qui vit ailleurs. Et je suis extrêmement reconnaissant envers le traducteur, l'éditeur. Voilà. Un triomphe. Et aussi quand en Islande il y a 330 000. Ça marche, ouais. En Islande il y a 330 000 personnes. D'être traduit en France pour la plupart des Islandais, c'est quand même vraiment, enfin en France ou en Angleterre ou n'importe où, c'est quand même vraiment important. Et moi, Arnaldur Indridason, qui est devenu un ami, ou Jon Kalman Stefansson aussi, qui sont vraiment devenus des amis, ils sont immensément reconnaissants, alors pas qu'à leur traducteur, hein, à leur éditeur, à toute l'équipe éditoriale, et ils se rendent compte à chaque fois le travail qui est fait, et aussi au libraire Arnaldur, qui est venu à Lyon il n'y a pas longtemps. On allait faire l'inauguration d'une librairie à Besançon. C'était la première fois qu'il a fait ça. Et moi, à chaque fois, je l'emmène, quand on a un peu de temps, découvrir un peu les villes où je vais flâner avec lui, je lui montre des librairies. Et il me dit, mais mon Dieu, quand je pense qu'en Islande, on nous rabâche constamment qu'on est une nation de livres, mais vous êtes une vraie nation de livres parce que vous avez des librairies, alors que nous, on a des chaînes, et il y a grosso modo 2 chaînes de librairies en Islande, et puis les bouquins sont vendus en supermarché, et c'est exactement comme tu disais, hein. Ça dure 3 semaines, 1 mois, bon, voilà. Il nous envie aussi certaines émissions de radio. Voilà, j'ai souvenir d'une auteure venue à Paris en janvier qui a été reçue par Kathleen Evin. Et bon, si on peut rendre grâce quand même à cette émission qui pendant, sur France Inter. Voilà, sur France Inter, tous les soirs à partir de 20h. Ouais, et qui choisit un livre, un auteur, et pendant 1 heure propose des extraits du livre, un entretien avec l'auteur. Voilà, des surprises aussi. Bon, c'est juste... Je sais que les Islandais trouvent qu'en France, on fait, ceux que je traduis en tout cas, ils trouvent qu'en France, on fait extrêmement bien les choses, mais dans tous les domaines, quoi. Alors bon, il y a peut-être des crispations, ils ont peut-être envie quelquefois d'un vrai hamburger plutôt que d'une côte avec 3 verres de Bordeaux, mais bon, après, chacun ses goûts, hein. Moi aussi, quelquefois, je mange un burger. Merci beaucoup, en tous les cas, à tous les 4. On ne va pas avoir le temps de prendre de questions parce qu'on doit passer à la conclusion. Je vois que Sarah est en train d'écrire. Je vais parler un peu, hein, Sarah, pour vous laisser un peu de temps de terminer. Ce 32e numéro de Cogitation qui était donc... organisé dans le cadre du Festival Terre de Parole avec Art 276 et bien entendu l'ARL qui nous a accueillis. Je remercie vraiment tous les intervenants qui depuis ce matin se sont succédés devant ces micros parce que c'était vraiment enrichissant de les écouter. Et puis je trouve que voilà, les questions étaient nombreuses autour de la traduction, ce qui n'est pas forcément un sujet évident au départ. Et avant de céder donc la parole à Sarah pour la conclusion de cette cogitation, je vais la passer cette parole à Dominique Panchèvre. Oui, juste pour ajouter qu'à la suite de cette journée, quand on a préparé la journée, on a imaginé avec les gens du CNFPT, donc qui forment les bibliothécaires, de prolonger peut-être l'appétit qu'aurait pu naître grâce à cette journée, même s'il n'y a pas beaucoup de bibliothécaires dans la salle, justement il faudra qu'elles viennent, à une formation autour de la littérature étrangère. Donc quelque chose qui serait plutôt du genre 3 jours,
leur sera destiné et qui leur permettrait justement de peut-être découvrir un petit peu la littérature étrangère, donc à la fois les auteurs, les collections qui existent, les traducteurs, et puis la façon de la diffuser. Donc Fanny Leroy est passée tout à l'heure un petit quart d'heure pour écouter, elle était occupée à autre chose, mais on est en train de travailler avec elle justement sur la construction d'une formation pour les bibliothécaires autour de la littérature étrangère. Donc voilà, c'est dans la poursuite de ce qui s'est fait aujourd'hui et ce qui se fait dans d'autres endroits, et ce que fait R276 avec les ateliers et compagnie. Merci Dominique. Il y a des bibliothécaires dans la salle. Et pour ceux qui n'étaient pas dans la salle, parce que bon, voilà, contexte social qui a peut-être malheureusement empêché certaines personnes de nous rejoindre, sur le site de l'ARL très prochainement, vous pourrez retrouver, donc conseiller à ceux qui n'étaient pas avec nous de venir visiter le site de l'ARL, puisque les vidéos de cette journée seront mises en ligne prochainement. Alors, Sarah, je vais vous demander de me rejoindre. Et moi, je vais vous installer où vous voulez. Vous avez plein de micros. Je ne vous cache pas que j'ai envisagé de prendre un aller simple pour le Brésil et de ne jamais revenir en milieu d'après-midi. C'est tellement casse-gueule cet exercice, mais voilà, j'y suis, alors j'y vais. Je vais donc dire « je », et ça ne va pas de soi, même si « je » est une autre et qu'on pourra toujours dire que c'est l'autre qui parle. D'ailleurs, c'est l'autre qui perd des pieds ce matin en interprétant Joy Deep et ses migrations de tribus afghanes. C'était l'autre, et moi je vais dire je. Je suis une mouette, je suis l'alouette, je suis Antigone, rien que ça. Je suis comédienne, je suis traductrice, et depuis que les plaquettes de Terre de Parole sont imprimées, je suis écrivaine. Un polémiqueur dont je tairai le nom car certains tristes cires n'ont pas besoin de publicité trouve que dans écrivaine, on entend trop le veine et que celle qui écrit serait bien avisée de rester écrivain. Je suggère donc ici que les hommes qui écrivent s'appellent écrivaines pour qu'on ne puisse pas les accuser d'être vains. C'était une parenthèse. Encore que parce que la vanité, les traducteurs et les traductrices ne connaissent pas, ou si peu. L'entreprise de traduction étant vouée à l'échec, elle ne peut s'adresser qu'à de grands mégalos ou de parfaites modestes. Mais si c'est à vous qu'on doit le polar islandais, alors là, vous bénéficiez d'un joker. L'entreprise de traduction est vouée à l'échec, puisque par définition, le texte traduit n'est pas l'original et qu'on pourra toujours le lui reprocher. Et ça, c'est une tragédie. Je suis Antigone. Je parle en connaissance de cause. C'est une tragédie parce qu'au milieu du roman, court ou long que je traduis, au milieu de cet océan d'anglais que tout le monde croit parler un peu, vient toujours ce moment où je me noie, ce moment où je me dis « arrête, oublie, enseigne l'anglais aux lecteurs et qu'ils aillent lire l'original, ce sera mieux pour tout le monde ». C'est une tragédie. Sauf qu'une tragédie, c'est une histoire où ça meurt à la fin. Je dis ça parce que ce n'est pas toujours le héros qui meurt, mais en tout cas, quelque chose meurt, quelque chose s'arrête, quelque chose de définitif. Alors que dans la comédie, ça continue. Chez Tchekhov, ça continue. Je suis une mouette. Mais si ça continue, alors la traduction est une comédie. Sauf bien sûr quand on brûle le traducteur pour un contresens sur Platon. C'est une comédie parce que dans la traduction, ça continue. Parce que la traduction, ça continue. C'est le texte original qui se continue. C'est la traduction jamais finie qui se continue. Jamais finie parce qu'une traduction, ça vieillit et qu'il faut retraduire. Mais comment continuer sans vieillir ? C'est encore le meilleur moyen de ne pas mourir. Jamais fini parce que si je traduis pour le théâtre, il y aura le plateau qui fera encore bouger le texte. La traduction, c'est une comédie parce que ça continue même sans moi. Quand le nouveau livre que l'auteur que j'ai traduit est confié à un autre, à une autre, ça continue sans moi. La trahison n'est pas toujours celle qu'on croit. La traduction, c'est une comédie parce que le faux pas, le faux sens, le contresens, le contre-cœur, le cœur lourd et la lourdeur du style peuvent toujours me tomber dessus. Je sais toutes les peaux de banane que j'ai évitées de justesse, cette bridge specialist dont j'ai voulu faire une spécialiste des ponts alors qu'elle jouait aux cartes, mais je frissonne à l'idée de toutes les peaux de banane sur lesquelles j'ai glissé sans le savoir. La bonne, la mauvaise traduction. La bonne, la mauvaise traductrice. Qui jugera ? Qui me jugera ? Si je fais disparaître le corps, peut-être échapperai-je au procès. Je tiens à enterrer le corps du texte original, ce frère né de la même mère que moi. J'y tiens parce que c'est le rite. Allons, Crayon, on ne peut pas le laisser pourrir, là, au soleil, ce texte original mort, puisqu'il est figé, lui, alors que moi, je continue. Laisse-moi l'enterrer. Qu'on ne vienne pas regarder ce cadavre par-dessus mon épaule, qu'on ne vienne pas lire l'original par-dessus celle de ma traduction. Et puis peut-être qu'un jour j'écrirai, je serai écrivaine, et ouf, il reviendra à quelqu'un d'autre que moi d'enterrer mon texte en le traduisant.
Je vois bien que je raconte maintenant n'importe quoi, mais j'ai tant voyagé aujourd'hui. J'ai marché des montagnes d'Afghanistan à la morne campagne française où l'on s'ennuie. J'ai tissé des robes, j'ai épousé un homme que je n'aimais pas et un autre que j'aimais. J'ai couru avec des moutons pashtuns et des souris kafkaïennes. J'ai été au centre de la terre sans illustration. J'ai expurgé Zola de ses passages antisémites. Je me suis emmêlé les pinceaux dans des pronoms personnels qui n'avaient plus de genre. J'ai fait mon mea culpa de française. J'ai été une mouette, une alouette, une Antigone à Rouen. Alors c'est normal si tout s'embrouille. C'est normal de s'embrouiller quand on traduit. Traduire, c'est commencer par bégayer dans sa langue, a dit un jour Claro. Alors je vais me taire. The rest is silence, dit Horatio à la fin d'Hamlet. Hamlet, tragédie, donc on meurt, ça s'arrête à la fin. Mais ici, nous sommes dans une comédie, alors ça continue. Les livres, ça continue. Les traductions, ça continue. Les festivals, ça continue. Alors allez continuer. Sarah Vermande. Merci beaucoup, Sarah. Voilà, donc je ne dirai rien de mieux que vous, donc merci à tous.